Le 7 mai 1995, la troisième tentative est la bonne. Jacques Chirac est élu président de la République. À 62 ans, son épouse Bernadette devient première dame de France. J'ai le souvenir, je dirais globalement, d'un moment très intense, de très grande émotion et de très grande joie. Elle est archi fière d'être la première dame de France. Elle trouve que c'est une position magnifique. Elle m'a dit que le jour de l'élection de son mari, c'était le plus beau jour de sa vie. C'était quand même l'aboutissement d'un engagement aux côtés de son mari depuis tant d'années. Depuis leur rencontre, au début des années 50, Bernadette Chaudron-Courcelles a toujours pensé que Jacques Chirac aurait un destin singulier. Elle m'a dit vous savez, je n'ai pas seulement épousé mon mari par amour, je l'ai épousé par ambition. Dans sa famille, Jacques Chirac n'était pas très bien perçu au départ et elle l'a imposé. Donc depuis le premier jour, elle a cru que c'était vraiment quelqu'un d'hors norme, d'exceptionnel. Elle a toujours cru en lui. Ce soir-là, au balcon du QG de campagne, la nouvelle première dame s'affiche fièrement aux côtés du président élu. Car après plus de 40 ans de vie commune, elle a le sentiment d'avoir pleinement sa part dans cette victoire. Elle est un des piliers de la vie de Jacques Chirac. Même s'il ne le disait pas et qu'il était quelquefois un peu dur même avec elle, je pense qu'il savait très bien ce que lui apportait depuis très longtemps Bernadette Chirac. Elle s'est tapée toutes les corvées qu'il ne voulait pas faire, les inaugurations, être là sans ouvrir la bouche. L'absence aussi de son mari et du père, donc elle a beaucoup supporté pour lui. Madame Chirac, vous êtes en direct sur France 2. Est-ce que vous pouvez nous dire simplement un mot sur votre sentiment ce soir? Vous allez où, Madame Chirac, là? On peut savoir où vous allez, Madame Chirac? Vers 23 h, Jacques Chirac dépose son épouse rue de Tournon, dans le 6e arrondissement de Paris. Tout ça était très mystérieux. Les gens ne comprenaient pas ce qu'elle allait faire, chez qui elle allait. Jacques Chirac rentre se coucher, tout simplement, parce que la journée du lendemain va être très chargée, comme d'ailleurs tous les jours qui suivent. Il faudra tout de même Derrière la voiture qu'on résoudre du cette président de la énigme République. avant la fin de la soirée, quand même. Hein, parce que là, il y a des millions de Français qui se demandent où est bien descendue Madame Chirac ce soir. En réalité, la nouvelle première dame a choisi de fêter la victoire chez Maryvonne et François Pinault. Le couple est intime de longue date des Chirac. Nous avions prévu la victoire. Et donc, plusieurs de leurs amis très proches et de nos amis étaient chez nous à attendre qu'ils arrivent. Il y avait bien sûr Lynn Renaud, Michel Leb, enfin tous les amis proches, voilà. Plus tard, dans la nuit, vers 1 h du matin, Bernadette Chirac regagne à son tour l'hôtel de ville. J'entends à un moment donné Bilalian qui me dit « Ah, bah, Mme Chirac arrive, vous allez lui demander ce qu'elle ressent. » Madame Chirac, pour France 2, je voulais juste savoir un petit peu, vous me disiez votre état d'esprit, ça devait être une soirée un peu éprouvante, mais vous êtes heureuse, vous êtes allée à la Concorde, vous avez vu la fête dans la rue, qu'est-ce que vous en pensez? Que je salue mes collaboratrices. Absolument. J'essaie de sourire et d'être pas désagréable. Puis elle m'envoie au plot, quoi. C'est-à-dire qu'elle prend un air pas spécialement amène, pas spécialement gentil, pour me répondre qu'elle a autre chose à faire. Madame Chirac, vous m'entendez? Madame Chirac? C'est Daniel Bilalian qui essaie de s'adresser à vous. Elle est cassante. Ça peut aller jusqu'à méprisant, quelquefois. C'est révoutoise, elle vous considère que... Elle ne vous considère pas, en tout cas. Madame Chirac? Allez. Où est-il, Daniel Bilalian? Il est là. Enfin, il est là. Il est... Attendez, non. Manifestement, je réussis à la récupérer après en mettant en avant comme bouclier le nom de Bilalian et en comprenant bien que si c'était uniquement moi qui lui demandais quelque chose, je me ferais jeter une deuxième fois. Non, c'était juste, il voulait s'adresser à vous pour savoir un petit peu ce que vous en pensiez. C'est peut-être... Écoutez, je crois que je suis extrêmement heureuse. Je suis très heureuse qu'un gaulliste rentre à l'Élysée ce soir. Et la veille du 8 mai, la commémoration du 8 mai 1945, il me semble que c'est un grand symbole. Je vous remercie. C'était sa façon à elle de dire « fichez-moi la paix » ou je sais pas. Elle a un côté comme ça, quelquefois, si c'est pas exactement comme elle voit que ça devrait être ou qu'elle a un peu de mauvaise humeur, très coupant. Moi, je trouve ça normal, moi. Ah, elle a un mauvais caractère, oui, très bien, mais quelle chance. Moi, je trouve ça très bien. Voilà donc les premières paroles de Madame Chirac, donc présidente de la République. Bernadette Chirac vient de s'exprimer pour la première fois en tant qu'épouse du nouveau chef de l'État. Les Français ne la connaissent pas encore vraiment,
Mais cette première apparition va longtemps déteindre sur son image. On disait, Mme Chirac, elle n'est pas très... Elle est froide. Hein. J'entendais ça. Elle n'est pas très liante, hein. Elle n'est pas très chaleureuse. Elle est... Oh, lui, il est tellement sympathique. Il est tellement... Alors elle... Bon. Dans une histoire comme celle-là, il a fallu qu'elle trouve sa place, la définir, la façonner, l'inscrire. Et c'est désormais plus que jamais chose faite. Bernadette Chirac a résisté à tout, aux tempêtes, aux échecs, aux blessures. Et il faut reconnaître que la politique et sa vie personnelle ne l'ont pas épargnée. Seulement aujourd'hui, elle est là, et bien là, gardienne du temple en quelque sorte. Jacques le sympathique et Bernadette la cassante. Elle l'a souvent entendu cette formule comme un raccourci un peu simpliste. Il y a certes bien sûr du vrai, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses. Aristocratique, catholique, gaulliste, épouse qui a résisté, première dame épanouie et femme politique corrézienne. Mais pas seulement. Bernadette Chirac en a surpris plus d'un, à commencer par son mari. Mais avant d'être une épouse, voici le premier chapitre de ce destin, celui d'une enfance marquée par la guerre. Un soir de novembre 1942, Marguerite Chaudron de Courcelles et Bernadette, sa fille unique de 7 ans, débarquent au château de Marcot dans le Loiret. Mon père a été fait prisonnier de guerre. Donc maman a décidé de ne pas rester dans la région parisienne où elle avait pensé que c'était beaucoup plus dur pour elle sans son mari. Et elle est allée chez sa sœur aînée qu'elle aimait beaucoup dans cette propriété de Marcot. C'est donc ici, dans ce château, que Bernadette grandit dans un monde à part, un univers privilégié fait de codes et de règles. Bernadette vient d'une très bonne aristocratie, qui n'est pas la très haute, mais la très bonne aristocratie française. Elle est élevée tout de même dans le sentiment d'appartenir à une classe supérieure. Lucien Villouin, un voisin de la famille, partage parfois les jeux de la petite Bernadette, mais il a bien conscience qu'ils ne sont pas du même monde. C'était une vie quand même supérieure à nous, hein. C'est vrai. Ça, c'était... Ils vivaient leur vie quand même de châtelain. À ce moment-là, ça existait encore, hein. C'était sûr. Hein. On n'allait pas avec elle dans le château, hein. Jamais. Hein. On pouvait faire des jeux, faire des trucs autour du château, mais on ne rentrait pas dans le château. Bernadette et sa mère ont fui le Paris occupé, mais leur quotidien n'est pourtant pas épargné par la guerre. Et elles étaient très souvent réveillées par les bombardements. Très très vite, il fallait descendre l'escalier, elle empoignait sa poupée à toute allure et elle allait dans un abri qui était dans le potager. Et au petit matin, dans les champs autour du château, les enfants découvrent les trous creusés par les bombardements de la nuit. Ça faisait des cratères, hein, de 15 à 20 mètres de diamètre. Hein. On avait quand même peur. La petite fille a une autre inquiétude, celle de ne jamais revoir son père, prisonnier en Allemagne, depuis le début du conflit. Sa mère la prépare d'ailleurs à affronter le pire. Maman était très inquiète, comme toutes les femmes de prisonniers, elle ne savait pas du tout si papa pourrait revenir. Elle avait cet enfant qui était très jeune et donc elle se disait « il faut que Bernadette fasse des études, qu'elle travaille ». Ma grand-mère lui disait bien souvent « il faudra probablement que tu sois capable de travailler très vite, très tôt et de subvenir à tes besoins et peut-être même à nos besoins beaucoup plus vite qu'on ne pourrait l'imaginer ». Et dans ce contexte difficile, Marguerite Chaudron de Courcelles souhaite endurcir sa fille, l'armer pour la vie, en quelque sorte. Elle était quelquefois un peu agacée par cette petite fille qui pleurait facilement, qui était un peu réservée, un peu timide. Et alors, de temps en temps, elle lui disait « vous pleurerez un autre jour ». Quelles que soient les difficultés, on n'a pas le droit de s'apitoyer sur soi-même ou même de montrer, au fond, aux autres ses propres fragilités ou ses propres faiblesses ou ses propres tristesses. Une mère sévère, mais tendre aussi, avec laquelle Bernadette développe au cours de ses années de guerre une relation très fusionnelle. Elle a vraiment vécu seule avec sa mère, et je dirais en couple, entre guillemets, avec sa mère, ce qui d'ailleurs probablement explique pour partie la force du lien qu'il y a toujours eu entre sa mère et elle.
Sa mère est la personne qui a eu le plus d'ascendant sur elle. Je suppose qu'elle n'a jamais dit non à sa mère. Bernadette l'aimait énormément, enfin, elle était extrêmement attachée à sa mère. Elle était impressionnée aussi par sa mère. À la Libération, Bernadette regagne Paris et retrouve son père entré de captivité. Une nouvelle vie commence alors pour elle. Ses parents vont très vite donner naissance à 2 autres enfants, Catherine d'abord, puis Jérôme. Bernadette, à mon arrivée à 13 ans, elle était restée tout ce temps-là seule enfant de mes parents. Et j'ai capté une partie de l'affection de mes parents, on faisait moins attention à elle. Quand elle voit arriver ses enfants, elle me l'a dit combien elle était surprise et en même temps désarçonnée. Elle était sûrement un peu jalouse de son frère et de sa sœur parce qu'ils occupaient toute l'attention familiale alors qu'elle avait été le noyau dur qui avait résisté avec sa mère pendant la guerre. La naissance de son frère et de sa sœur marque pour Bernadette Chaudron-Courcelles la fin de l'enfance. La jeune femme va devoir désormais s'accomplir par elle-même. Elle va se lancer dans les études et elle décroche une admission dans une école prestigieuse. Elle est timide, consciencieuse, discrète, et ce n'est pas le cas de tout le monde au sein de sa promotion. En octobre 1951, à 18 ans, Bernadette Chaudron-Courcelles fait sa rentrée à Sciences Po Paris, une école alors réservée à une petite élite, essentiellement masculine. Nous étions pratiquement 4 filles, ou quelque chose comme ça. Et alors, en tant que fille, on se sentait très heureuse dans ce bain, et en même temps très timide quand même. Vous voyez, on était au milieu des garçons. Parmi ces quelques filles, Bernadette est une élève particulièrement effacée. C'était une jeune fille timide, pas du tout affirmée, en retrait. Elle ne parle pas beaucoup, une timidité que l'on ne peut pas imaginer de nos jours. Une timidité qui contraste avec la forte personnalité d'un étudiant que toutes les filles observent, un certain Jacques. Dans notre groupe, nous étions tout autour de lui et nous étions très heureuses d'avoir un chevalier servant aussi différent, et ce côté entreprenant, batailleur nous fascinait. Moi-même, je trouvais que c'était un héros de cap et d'épée, Jacques. Il avait une présence extraordinaire. Il était beau, il était charmant, il était enjôleur. Jacques, vous comprenez, c'était un séducteur quand même. Comme ses camarades, la jeune étudiante tombe sous le charme de ce garçon qui n'appartient pourtant pas à son milieu. Elle a dû ressentir très vite le côté extraordinaire de ce jeune Jacques Chirac à l'époque. Elle me disait toujours, mais tout en Jacques est grand, grand est sa taille, grandes sont ses mains, grandes sont ses pieds 48. Bernadette, elle est tombée follement amoureuse de Jacques et elle était quand même subjuguée. Alors, la discrète va dépasser sa réserve naturelle pour se faire remarquer par cet étudiant si convoité. Elle s'est rapprochée de moi pour se rapprocher de Jacques Chirac. Elle le voulait. Le premier jour, elle s'est dit « Oh là là, je me mets à côté de lui, j'occupe le terrain. » Puis une fois que le terrain était occupé, elle ne l'a pas lâché. La jeune étudiante intègre le groupe de travail de Jacques Chirac et se met immédiatement à son service. Elle était en réalité bien meilleure élève que lui. Il l'aurait repérée assez vite en tant que telle, ayant parfaitement compris que cette jeune étudiante allait pouvoir en réalité faire les 3/4 du travail à sa place, et ça l'arrangeait bien. Chirac, il a toujours eu cette qualité magnifique de savoir faire travailler les autres. Il a commencé par la faire travailler, ça n'a jamais cessé. Elle lui fait ses fiches, elle rapporte ses cours. Quand il n'est pas là pour les cours, elle va les déposer, elle est sa petite main. De son côté, Jacques Chirac, lui, s'emploie à émanciper cette jeune femme si sérieuse, en l'invitant à sortir à ses côtés. Jacques lui avait proposé d'aller à la Romerie avec des camarades qui étaient dans sa conférence, et elle n'avait pas osé dire non. Bon, donc elle a suivi, mais elle était morte de peur. C'était un lieu, j'oserais dire, qui nous semblait très encanaillé. Elle se disait, mais si quelqu'un passe sur le trottoir, un membre de ma famille qui connaît papa et maman, et qui me voit à la terrasse d'un café avec des garçons, mon Dieu! Au fil des mois, Jacques Chirac s'attache à Bernadette, qu'il ne cesse d'appeler chez elle. Maman disait, c'est encore Jacques Chirac, c'est pour vous. Et alors elle passait le téléphone à Bernadette, ça durait des heures.
Mon grand-père cherchait probablement à joindre son épouse et c'était tout le temps occupé. Finalement, il envoyait un télégramme. Il avait le temps de prendre contact avec la poste, de dicter son télégramme, de fermer le papier. Et le télégramme avait le temps d'arriver chez eux et Bernadette était toujours au téléphone. Maman ouvrait le télégramme et il y avait écrit « Prière de raccrocher ». Le début de cette relation entre les deux étudiants va pourtant être contrarié par le départ de Jacques Chirac aux États-Unis. Il a eu un rêve de décapotable, de grands espaces et de liberté infinie. Il était projeté dans un autre monde, il rêvait de, j'oserais dire, de l'exotisme des États-Unis. En tout cas, il est tombé amoureux de l'Amérique, donc une Américaine. L'étudiant français vit en fait une idylle de quelques mois avec une Américaine. À Paris, Bernadette, elle, s'impatiente. Elle fait le siège de Madame Chirac, mère. Elle se fait adopter par elle, au fond. Mais elle s'est accrochée, elle le voulait. Jacques n'était peut-être moins pressé de fermer une famille que Bernadette elle-même. Dans la famille Chaudron de Courcelles, cette liaison de Bernadette ne soulève pas un réel enthousiasme. La famille voyait arriver quelqu'un qui n'avait pas l'ancrage catholique et les mêmes valeurs. Lui était de milieu plutôt classe moyenne. Ses parents ambitionnaient pour elle d'un parti plus élevé et plus prometteur que Jacques Chirac. Voilà. Bernadette Chaudron de Courcelles n'en a cure. C'est ce jeune homme-là qu'elle veut et elle l'imposera partout, en tout lieu et pour toujours. Les fiançailles sont célébrées en octobre 1953. Et un an plus tard, une nouvelle finit par rassurer les parents de Bernadette. Jacques Chirac est reçu à l'ENA, la prestigieuse École nationale d'administration. L'ENA est un passeport pour la respectabilité. C'est un gage de sérieux. Ils se sont dit qu'en tout cas, leur engendrerait une situation qu'il serait un haut fonctionnaire, ce qui leur convenait très bien. Le 17 mars 1956, à l'église Sainte-Clotilde à Paris, Mademoiselle Chaudron de Courcelles épouse donc Jacques Chirac, engagé volontaire dans l'armée à l'époque. Elle s'est dit, c'est bon, je l'épouse. C'est fait, voilà, il est à moi. C'est merveilleux, c'est un conte de fées pour une petite fille. Ma sœur était très naturelle dans sa robe de mariée, elle était resplendissante. Mais le bonheur sera de courte durée, car le lendemain, son mari rejoint l'Algérie en guerre, où il va combattre pendant 18 mois. Donc elle est revenue jeune mariée dans la chambre, partagée avec moi. Elle est retournée vivre boulevard Raspail chez ses parents parce qu'il est parti tout de suite et ça a été très douloureux pour elle. Son mari lui dit très vite « je file ». Donc elle est très tôt au fait de ce que sera sa vie, même si elle ne l'a pas imaginé comme ça. Je file. Voilà une phrase signée Jacques Chirac à laquelle son épouse va devoir s'habituer. À la fin de la guerre d'Algérie, la famille Chirac s'agrandit, 2 enfants naissent, 2 filles, Laurence et Claude. Elles aussi vont progressivement découvrir que leur père ressemble à un courant d'air. D'autant qu'une nouvelle invitée va faire irruption dans leur vie et elle va très vite prendre une place importante. Cette invitée, c'est la politique. Un mois après avoir été élu député de Corrèze, en mars 1967, Jacques Chirac devient le plus jeune ministre du gouvernement. Jacques Chirac est un homme qui est très actif, qui se donne sans compter. Enfin, vraiment, la politique l'accapare, le dévore totalement. C'était non-stop. Les semaines étaient surchargées, les week-ends en Corrèze. C'est sa maîtresse, la politique. Et Bernadette Chirac va très vite le comprendre, en renonçant à toute ambition personnelle et en se mettant au service de son mari et de leur famille. Il souhaitait qu'elle soit une femme au foyer, élevant ses enfants et s'occupant de lui quand il en avait besoin. Il veut qu'elle lui fasse la soupe le soir, et puis qu'elle mouche les enfants et qu'elle change les couches. Bernadette en a certainement souffert, parce qu'elle aurait aimé naturellement qu'il soit plus présent. Alors, pour tenter de soulager cette frustration, Jacques Chirac a une idée. Il va tout simplement demander à son épouse de lui trouver un nouvel ancrage dans sa circonscription de Corrèze. Il fallait s'implanter, il
fallait montrer qu'on était bien du coin. Pour son implantation corrézienne, Chirac cherchait une maison bourgeoise. Bernadette va donc parcourir la région avec son père en quête d'une demeure à la hauteur de son rang. Bernadette ne se voyait pas dans une petite maison de pierre, comme ça, de pierre grise locale. En faisant le tour de cette campagne avec son père, elle a découvert Bitty. Bitty, c'est ce château situé à Saran qui va retenir immédiatement l'attention de Bernadette. Le goût des châteaux, c'est... Le confort des châteaux, c'est plus une idée de Bernadette. Jacques Chirac ne voulait pas obligatoirement de château. Je pense que c'est Monsieur de Courcelles qui a proposé ça à sa fille et sa fille a trouvé que c'était tout à fait normal. C'est une façon de retrouver justement le monde de l'aristocratie, son rang. Une propriété que le jeune ministre va très vite faire classer, ce qui présente quelques avantages. Pour la rénovation, pour l'aménagement de leur château, ils ont profité voilà, des deniers de l'État. À partir du moment où vous êtes classé monument historique, c'est le contribuable qui paye. Ces travaux ont été financés en majorité sur fonds publics. Une situation qui sera révélée quelque temps plus tard par le Canard enchaîné. Le goût de Bernadette pour les châteaux sonne comme un premier faux pas. Le château de Bitty, c'est d'abord une petite chronique du Canard qui finira par coller à la peau du ministre Jacques Chirac, qui sera surnommé Château Chirac. Une affaire qui n'empêche pas Jacques Chirac de poursuivre son ascension politique. Il devient alors ministre de l'Agriculture. De son côté, son épouse, à bientôt 40 ans, s'interroge sur le sens à donner à sa vie. Cette histoire a démarré parce que le général de Gaulle lui avait dit « Eh bien vous, madame, à quoi occupez-vous votre temps ?» Et là, elle avait réalisé que dans le fond, être mère de famille, c'était peut-être le plus beau métier qu'on puisse avoir, mais que dans le fond, ça ne faisait pas grand-chose à raconter. Et elle s'est dit « Dans le fond, je vais reprendre des études, je vais me lancer dans quelque chose qui m'intéresse. » Bernadette Chirac veut s'inscrire en fait à la faculté d'archéologie, mais ce choix n'est pas partagé par son mari. Lui, ministre à l'époque, évidemment, est terrifié à l'idée qu'elle puisse faire ça. C'est ridicule quand on est la femme d'un homme politique, et si on vous voit, et si ceci, et si cela. Il y a eu un moment de grande tension entre les deux. Elle dit, c'est mon précaré, c'est mon univers, laissez-moi respirer. Et c'est Bernadette Chirac qui va gagner ce premier bras de fer. En faisant tout de même le choix de la discrétion, elle s'inscrit sous son nom de jeune fille. Bernadette s'inscrit à Paris 1 sur un sujet que je trouve un petit peu revêche, dans lequel elle traite, si je ne m'abuse, des carrières de pierre pour la reconstruction de la cathédrale de Orléans. Un sujet quelque peu austère que la femme du ministre ne prend pas du tout à la légère. Je revois ma mère rentrant des dîners officiels, donc déjà assez tard, dans le couloir à quatre pattes avec des polycopiers, en train de gratter ou de réviser ses cours parce qu'elle avait ses examens le lendemain matin. L'étudiante n'aura pourtant pas le temps de finir sa maîtrise, car elle va très vite être rattrapée par une urgence familiale. À la fin du mois de juillet 1973, Bernadette Chirac passe des vacances en Corse avec ses deux filles. Au cours de ce séjour, Laurence, l'aînée, tombe malade. Elle n'était pas bien du tout, elle avait mal à la tête, elle n'était pas bien. Un médecin appelé dans la nuit diagnostique une méningite. Jacques Chirac, retenu à Paris, est immédiatement prévenu. J'étais avec lui quand il a reçu la nouvelle qu'elle faisait un syndrome méningé aigu. On a envoyé un avion sanitaire, si ma mémoire est bonne, pour la rapatrier à Paris. Elle a été prise en main par des neurologues, des grands spécialistes. Après, ça a été très vite. Elle est très vite devenue vraiment très malade. Elle a enclenché, à la suite de cette affection, une anorexie mentale à forme très sévère et très grave. L'adolescente de 15 ans, d'ordinaire volontaire comme son père, s'enfonce inexorablement dans l'anorexie, une maladie qui laisse sa mère en plein désarroi.
Bernadette, elle est paniquée parce qu'à l'époque, on ne parle pas du tout de l'anorexie. Ils ont consulté énormément de grands spécialistes, je dirais presque tous les grands spécialistes de la terre entière. Il n'y avait pas de prise en charge spécifique pour des jeunes ados qui avaient des problèmes de mal de vivre ou de difficultés. Je crois que ça n'existait pas. C'était une maladie contre laquelle il ne pouvait rien. Avec la maladie de Laurence, c'est toute la vie de la famille Chirac qui vient de basculer. C'est un événement qui a bouleversé nos vies, oui, ça c'est certain. J'étais jeune, parce que j'avais 10 ans à l'époque. Bon voilà, on est passé d'un monde à un autre monde. C'est tout l'équilibre de la famille qui se transforme à ce moment-là. Face à ce drame, qu'il refuse d'évoquer, Jacques Chirac ressent une forme de culpabilité. C'est un sentiment d'échec du père qui n'a pas été assez présent auprès de ses enfants, et c'est sûr qu'il a beaucoup manqué, en particulier à Laurence. Il s'est efforcé pendant toute cette période où, sur le plan politique, il était très pris, de toujours s'arranger pour pouvoir déjeuner avec Laurence. Non seulement pour essayer d'aider à une résolution de la maladie, mais aussi pour essayer d'atténuer un petit peu la culpabilité qu'il ressentait un petit peu. Les efforts de présence de son père ne suffiront pourtant pas à dissiper le mal-être de Laurence. C'est sa mère, essentiellement, qui la prend en charge. Maman a évidemment porté au quotidien cette nouvelle situation avec un enfant très malade pour permettre à son mari de continuer à avancer. C'est elle qui a absolument tout assumé, tout porté. Voilà, parce que sinon il n'aurait pas pu, tout simplement. Et c'est justement à cette époque que la carrière de Jacques Chirac décolle. En mai 1974, il devient Premier ministre de Valéry Giscard d'Estaing. Un poste clé, des responsabilités importantes pour lui, mais aussi une nouvelle vie pour son épouse. De l'ombre, elle va devoir accepter d'entrer dans la lumière et découvrir aussi que les hommes de pouvoir aiment séduire. Il faut s'habituer au personnage et surtout à la fonction. Mais il y a 9 ans qu'il est au gouvernement, alors sa femme et ses enfants ont eu l'habitude quand même et le temps de s'habituer. Vous trouvez un peu quelque part que la fonction est très dévorante? La fonction est très dévorante et l'emploi du temps est excessivement chargé, du matin jusqu'au soir, et le soir tard. Il n'y a pas beaucoup de temps à accorder à sa famille, mais tout de même, il y a des petites choses, une petite fleur de temps en temps, ou une petite chose gentille, oui. Mais les petites choses gentilles ne semblent plus suffire. Et derrière le sourire crispé et le regard perdu de Bernadette Chirac, se cache en fait la détresse d'une femme en pleine crise conjugale. Jacques Chirac a rencontré une journaliste du Figaro qui était chargée de faire son portrait. Et tous les deux ont une liaison. C'est un peu plus qu'une liaison, c'est une vraie histoire d'amour. C'est un homme volage, c'est un homme qui multiplie les relations avec les femmes. Mais là, en l'occurrence, c'est une relation qui est un peu plus sérieuse. Jacques Chirac fait installer une ligne directe entre son bureau de Matignon et l'appartement du 7e arrondissement où elle s'est installée. Il lui fait des cadeaux, il y a des lettres assez enflammées. Il lui dit qu'il est prêt à divorcer. Pour Bernadette Chirac, cette liaison est un nouveau séisme. Elle a été trompée outrageusement, tout le monde l'a su, elle a dû beaucoup en souffrir. C'était difficile à supporter pour Bernadette et à plusieurs moments, elle s'est interrogée sur sa capacité à tenir le choc, à subir de telles humiliations. Donc là, le couple, c'est vrai, a eu du mal. Devant les caméras, pourtant, Bernadette Chirac entretient toujours les apparences d'un couple uni. Ici, à l'hôtel Matignon, nous avons pu organiser un petit appartement et installer les enfants qui mènent une vie scolaire comme tous les enfants, mais qui voient quand même leur père de temps en temps le soir. À aucun moment, l'idée de se séparer de lui ne l'a effleuré, parce que ça ne se faisait pas. C'était inconcevable. Elle a cette éducation qui l'oblige à savoir s'incliner. Ce qui est là, une des valeurs que lui a imposées indirectement Madame de Courcelles, elle sait attendre et laisser passer. Bernadette Chirac s'efforce donc d'attendre,
d'autant qu'elle n'est pas la seule à voir cette aventure d'un mauvais œil. Cette liaison commence à inquiéter l'entourage de Jacques Chirac, Marie-France Garot et Pierre Juillet, qui sont les éminences grises, les conseillers de Jacques Chirac, qui préparent en quelque sorte le poulain pour la course à la présidentielle. Pour être élu à la présidence de la République, il fallait être élu en famille, avec une légitime. Donc il y a des pressions qui sont exercées de manière assez claire sur cette journaliste pour que cette liaison cesse. Et il y aurait même eu un déjeuner entre Marie-France Garot et cette journaliste, Marie-France Garot lui disant en substance il faut que vous sépariez de Jacques Chirac dans l'intérêt de la France. On ignore au final qui aura eu le dernier mot, mais une chose est sûre, Jacques Chirac décide de mettre fin à la liaison avec la journaliste au cours de l'été 76. Bernadette Chirac, elle, a désormais compris que le seul moyen de sauver son couple était de ne plus quitter son mari, même sur le terrain politique. De toute façon, si elle voulait le voir, il fallait être avec lui. C'était ça aussi, hein. C'était aussi une façon de le voir. Je crois qu'elle l'aime et qu'elle a tout fait pour le servir et pour le garder. Pour le servir et le garder, Bernadette Chirac va donc devenir son premier agent électoral. Chaque hiver, elle faisait toutes les maisons de retraite pour apporter à chaque personne âgée un peu de réconfort déjà, et puis des petits colis, des petits cadeaux. Elle allait dans les maisons de retraite parce que Jacques Chirac n'avait pas le temps de les suivre toutes, et c'était un partage du temps entre deux. Lui faisait davantage les cafés et elle davantage les maisons de retraite, disons, voilà. Au fil du temps, Bernadette Chirac a su se rendre indispensable auprès de son mari, au point de devenir incontournable lorsqu'une élection se présente. Bernadette Chirac est entrée en politique à la demande de son mari, qui voulait non pas l'occuper, mais faire en sorte qu'elle tienne le terrain, puisqu'il ne pouvait pas tout faire. À tel point que c'est elle qui va désormais défendre les couleurs Chirac dans le canton de Corrèze. Un beau soleil. Oui, il fait un temps magnifique. Elle appréhendait cette démarche d'aller devant les électeurs. Elle n'était pas très à l'aise. Je dirais même qu'elle n'était pas du tout. Merci de m'avoir reçu chez vous aujourd'hui. Même si au départ, ce n'est pas sa vocation, elle y prend goût. Elle a voulu s'investir et rencontrer toutes les personnes. Elle était dans chaque maison, dans chaque village, dans chaque rue. Elle partait avec une petite voiture pourrie. Elle fait un travail mais incroyable. Et cette campagne de proximité va être couronnée de succès. Le 25 mars 1979, Bernadette Chirac devient la première femme conseillère générale de Corrèze. Et elle a réussi. Elle est devenue vraiment un personnage local. Bon, évidemment, c'est pas de la politique à haut niveau, le conseil général, hein, ce n'est que conseillère générale, mais elle a fait le job, bien. Le soir même, le couple Chirac est invité à intervenir dans la soirée électorale en direct de leur château de Bitty. Jean-Marie Cabada avait demandé à ce que le couple Chirac soit sur le canapé. Quand on attend en direct, c'est toujours un petit peu impromptu, parce qu'on ne sait jamais à quel moment on va intervenir. Tout de suite, je voudrais prendre une liaison avec la Corrèze, où se trouve M. Jacques Chirac, à Bitty. M. Chirac, est-ce que vous êtes en ligne? Oui. Bonsoir, M. Chirac. Je voudrais connaître votre premier commentaire. Le direct surprend un peu tout le monde, et Bernadette Chirac semble assez intimidée. La scène est la suivante. D'abord, son mari, ancien Premier ministre, prend la parole. Dans ma circonscription, nous avions 6 cantons renouvelables, et nous en avions 3, et l'opposition communiste 3. Eh bien, nous revenons à 5, et les communistes ne sont plus qu'un. Et parmi ces 5, j'ai le plaisir de voir élu ce soir, brillamment, avec 55% des voix, ma femme dans le canton de Corrèze. Oui. À un moment, quand même, la conseillère élue, c'est Bernadette. Donc, j'appelle Madame Chirac, quel est votre commentaire? La caméra se tourne vers Bernadette, qui a l'air d'une jeune fille très sage. Madame Chirac, félicitations pour la nouvelle conseillère générale. Si ce titre peut se mettre au féminin, madame. Et donc, j'ai tendu le micro pensant que Madame Chirac allait dire un mot. Monsieur Chirac, je voulais vous demander votre commentaire. Mais très vite, le journaliste reprend la main et interroge à nouveau Jacques Chirac. Un peu pressé, speedé et moyennement élégant, il faut le dire. Enfin, je le regrette aujourd'hui. Je n'attends pas. Il est un peu prématuré pour les faire. Oui. J'aurais dû dire, mais Madame Chirac, je vous pose la question, exprimez-vous. Je ne l'ai pas fait parce que
à la fois la pression du rythme et deuxièmement une époque où, au fond, on n'était pas sûr qu'elle allait prendre la parole. Il aurait été normal qu'il puisse lui donner la parole. Et Madame Chirac était là ce soir-là, peut-être comme figurante. Et finalement, durant toute cette soirée, les téléspectateurs n'entendront jamais le son de la voix de Bernadette Chirac. Alors, Bernadette Chirac va-t-elle rester effacée dans l'ombre de son mari? Pas si sûr. Elle accepte beaucoup de choses, mais ne tolère pas tout. Elle le dit, le fait savoir à qui de droit. Reste à savoir maintenant si son mari va l'écouter, concernant notamment l'une de ses plus proches conseillères à la mairie de Paris, Marie-France Garot. Je me suis séparée de Jacques Chirac pour un problème de fond politique qui ne met pas en cause, je crois, l'amitié que j'ai pour lui et qu'il a pour moi. Et je n'en dirai pas plus. Marie-France Garot ne souhaite pas en dire plus, car, en réalité, c'est Jacques Chirac qui s'est séparé d'elle et de son autre mentor, Pierre Juillet. Et Bernadette Chirac n'est pas étrangère à cette rupture. Pierre Juillet et Marie-France Garot avaient une influence et je dirais une autorité très forte sur Jacques Chirac. À tel point d'ailleurs qu'il se permettait tout. Marie-France Garot avait même été jusqu'à s'asseoir dans le fauteuil de Jacques Chirac, dans le fauteuil du maire. Elle s'était assise et elle semblait être la reine dans ce rucher-là. Et donc, il ne peut pas y avoir de reine. À partir du moment où une femme prend une ascendance, une emprise sur son mari, là en l'occurrence c'est surtout intellectuel, pour Bernadette Chirac c'est inconcevable. Inconcevable, d'autant que depuis toujours la conseillère ne montre pas le moindre égard pour la femme du maire de Paris. Marie-France Garot avait tendance à mépriser Bernadette Chirac. C'est à peine si elle lui adressait la parole, quoi. Il disait bonjour, et tout qu'elle avait déjà fait assez. Marie-France Garot, qui était une femme d'une allure et d'une autorité incroyable, allait partout répétant qu'elle ne savait pas tenir sa maison, en l'occurrence l'hôtel de ville, qu'elle ne savait même pas faire à manger et qu'elle n'était bonne à rien. Bernadette Chirac s'était sentie traitée comme une bonne femme et comme une imbécile. La rage interne est montée avec le temps. Et Bernadette Chirac va alors profiter de l'échec cuisant de son mari aux élections européennes pour lui poser un ultimatum. Elle a poussé à ce qu'il fasse un choix, justement en lui disant que s'il ne virait pas ses conseillers, eh bien c'est elle qui partirait. Elle a dit à Jacques, ce sera eux ou moi. Et elle n'a pas lâché. C'est une combattante. Elle sait faire front. Alors elle a détruit Marie-France Garot. C'est-à-dire qu'elle est partie de l'univers de Chirac et puis elle n'est plus revenue. Pour que la vengeance soit totale, Bernadette Chirac décide même de rendre public le rôle qu'elle a joué dans cette éviction. Elle se confie alors à la journaliste Christine Claire. Elle a envie de parler, elle a envie que ça se sache. Elle avait vraiment envie de vider son sac. C'était une affaire extrêmement importante pour elle. Elle s'est rendue compte que la politique, c'était une question de rapport de force, où des phrases tranchantes, des avis tranchants pouvaient aussi changer les choses. Je suis avec mon carnet de notes, je note tout ça. Marie-France Garot me prenait pour une imbécile, elle méprise tout le monde. À aucun moment, elle ne me dit « ne le dites pas ». Et l'article se termine par cette phrase. Son tort a été de ne pas se méfier assez de moi. On ne se méfie jamais assez des bonnes femmes. Avec cette interview-confession, l'épouse du maire de Paris vient de tourner un chapitre et d'en ouvrir un autre. Il y a eu comme ça des moments dans sa vie où elle a tenu à dire « mais j'existe et je ne suis pas la cruche qu'on dépeint ». C'est un acte d'émancipation très fort. Je dirais qu'il y a un avant et un après dans le destin de Bernadette Chirac. Il va donc falloir compter encore plus avec Bernadette Chirac, et notamment à la mairie de Paris. Jusqu'alors, on lui avait demandé d'être une ombre. Et tout à coup, elle rentrait dans la lumière. Elle est devenue incontournable pour l'organisation, les réceptions. Elle adore sortir, elle adore être photographiée parmi les gens connus, les artistes, les grands couturiers. Ça fait partie de son standing. Elle a trouvé un rayonnement, une respectabilité. Elle a pu faire ses mondanités, mais à loisir.
Un standing qui a trouvé son écrin avec le prestigieux Hôtel de Ville de Paris. C'est quand même l'un des appartements les plus importants que celui du Premier ministre, plus important que celui du Président de la République. Ça lui convient très bien de vivre dans un palais, avec un personnel très nombreux, très rodé à ses tâches. La période où les Chirac séjournent à l'Hôtel de Ville, c'est une période très fastueuse, c'est une période où on ne compte pas, où les Chirac profitent largement des richesses de l'Hôtel de Ville. Les Chirac n'avaient pas de séparation entre la vie privée et la vie publique. Ils habitaient au bureau, et le bureau était leur maison. Quand ils recevaient, c'était pas leurs amis, c'était pour la ville, pour la politique, pour la carrière, mais tout était entremêlé. Pour Bernadette Chirac, il y a cette notion de « on y a droit ». Voilà, tout ce qu'on fait pour la France, on y a droit. Sur le plan familial, au même moment, le couple Chirac est toujours préoccupé par l'état de santé de Laurence, mais aussi depuis peu par le style de vie de leur cadette, Claude. Dans les années 80, Bernadette Chirac s'inquiète un peu pour sa fille Claude, parce qu'elle voit qu'elle elle fait un peu la nouba, elle sort. Elle redoute les amis de Claude, qui sont soit des hippies, soit des gens du cinéma un peu troubles, un peu olé olé. Donc elle craint que sa fille sombre. Elle se met en tête de lui présenter le mari idéal. Voilà. Le mari idéal, selon Bernadette Chirac, c'est quelqu'un qui a du bien, c'est quelqu'un qui appartient à une grande famille, qui a de l'avenir devant lui. Voilà, elle voit grand pour sa fille. Bernadette aurait souhaité que sa fille épouse à l'époque quelqu'un qui l'aurait bien soutenue dans sa vie. Claude a été toujours une rebelle vis-à-vis de sa mère, vis-à-vis de ce que représentait sa mère. C'est la vieille noblesse des régions, un peu poussiéreuse. Claude, c'est une jeune fille moderne. J'ai vaguement le souvenir qu'elle m'avait inscrite dans 2 rallyes où j'ai dû aller peut-être 1 ou 2 fois. Mais voilà, de manière un peu furtive et j'y suis jamais retournée. Elle voyait que ces petites modalités, c'était le 19e siècle, le 18e siècle, et c'était pas pour elle. Elle n'a pas le tempérament jupe plissée, kilt et chaussures plates, conversation, aristo, machin. Elle n'était pas du tout là-dedans. Ça a beaucoup tiré et tiraillé entre la mère et la fille trouvant que sa mère ne comprenait rien à rien de la vie et surtout pas à la sienne. Claude est finalement avant tout une Chirac, proche d'un père qu'elle admire et qu'elle va d'ailleurs soutenir dans sa conquête du pouvoir. La jeune femme s'affiche dans un meeting du RPR organisé par un certain Nicolas Sarkozy. On est très, très proches et très amis, on a des amis en commun. Et puis Nicolas, qui est une boule d'énergie, m'a aussi beaucoup poussé à venir voir, à regarder. Et donc, ayant eu en charge d'organiser ce meeting de jeunes, il a dû certainement me dire « Tiens, allez, viens, ça serait sympa » et tout ça. Une relation qui d'ailleurs ne déplaît pas à Bernadette Chirac. À l'époque, elle l'appréciait beaucoup parce qu'il était travailleur, courageux, inventif, avec du charisme. Il dégageait, Nicolas Sarkozy. Oui, Nicolas Sarkozy avait ce don extraordinaire d'enchanter les couloirs sombres de l'Hôtel de Ville de Paris et de ramener le sourire sur les lèvres et le visage triste de Claude. Nicolas était rentré dans l'intimité de Jacques et de Bernadette Chirac et ils le considéraient tous les deux comme un fils, en quelque sorte. Et on retrouvera dans cette histoire un peu plus tard Nicolas Sarkozy. Mais d'abord, Jacques Chirac est en plein doute, lui et son épouse d'ailleurs, car après 20 ans de combat politique, il chute en 1981 à l'élection présidentielle et se relance dans la bataille en 1988 pour une 2e candidature. Cette fois, toute la famille y croit et ils attendent avec fragilité les résultats. Nous sommes alors le 8 mai.
Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, voici le nouveau président de la République. Voilà donc l'image de ce nouveau président de la République. François Mitterrand vient d'être réélu avec 53,9% des voix. La défaite de Jacques Chirac face à François Mitterrand est cinglante. Un coup d'arrêt au parcours brillant du maire de Paris et un moment de doute pour Bernadette Chirac. Ça sera très douloureux pour elle de voir cette claque électorale que subira son mari et qu'elle prendra aussi pour elle. Elle disait les Français n'aiment pas mon mari, les Français n'aiment pas les Chirac. Et oui, elle le pense vraiment. Absolument. Elle a mis beaucoup de temps à s'en remettre. Elle était complètement vidée par cette campagne. Et si Bernadette Chirac est particulièrement abattue, c'est également parce qu'elle a dû affronter durant toute la campagne une rumeur, celle du décès de sa fille aînée, Laurence. Et elle me dit, j'ai reçu des sacs de courrier de la France entière pour la mort de ma fille. On avait fait circuler le bruit qu'elle s'était tuée. Et j'ai vu sur son visage qu'elle en était bouleversée. Il y a eu cette espèce de rumeur folle qu'elle était morte. Ça a été la croix et la bannière, parce que c'était pas vrai. Ça a été la croix et la bannière pour arrêter cette rumeur. Mais 2 ans plus tard, cette sinistre rumeur a failli se transformer en sombre réalité. Nous sommes en avril 1990. Jacques et Bernadette Chirac ont quitté Paris pour les vacances. Ils venaient juste d'arriver en Thaïlande quand on leur a annoncé la nouvelle. Et nous, on nous l'a annoncé en disant que c'était très grave et que le pronostic vital était engagé. Laurence vient de faire une nouvelle tentative de suicide. Il fallait le temps qu'il rentre de Bangkok, matériellement, donc 20 heures. Il y a du temps. Et donc, j'ai prévenu sa famille et puis je suis très vite allée à l'hôpital me rendre auprès de Laurence. La fille aînée de Jacques Chirac, grièvement blessée en fin d'après-midi. Elle s'est jetée par la fenêtre de l'appartement qu'elle occupait dans le 14e arrondissement de Paris, un appartement situé au 4e étage. Miraculeusement, Laurence survit à sa chute et se fait soigner durant plusieurs semaines ici, à l'hôpital du Val-de-Grâce. Madame Chirac est très chrétienne et très croyante. Et je pense que le fait que Laurence ait survécu à cet accident grave, elle avait sauté d'un 4e étage, Madame Chirac s'est dit, elle va être sauvée de sa maladie. Tout va redevenir comme avant. Et puis, ça n'a pas été le cas. Très affecté par son incapacité à sortir Laurence de son mal-être, Jacques Chirac s'inquiète aussi pour sa 2e fille, Claude. Il décide alors de la prendre sous son aile. Il a intégré Claude Chirac à son fonctionnement politique, parce qu'il était mort de peur que Claude suive le même chemin douloureux que Laurence. Le meilleur moyen d'avoir sa fille près de lui, c'est de la prendre dans son travail et de la prendre comme conseillère en communication. Il l'a imposé contre ses conseillers à l'hôtel de ville. C'était parfois contesté par une partie de l'entourage, mais elle était non négociable. Claude se met donc au service de son père pour la future présidentielle, dont ils savent que c'est probablement sa dernière chance. Quand on est dans ce genre de combat, on a besoin d'être entouré par des gens sur lesquels on peut vraiment s'appuyer, en qui on a toute confiance. Il savait que là, vraiment, avec moi, il pouvait dormir les yeux fermés. Et je pense que ça compte aussi à un moment donné. Mais cette campagne s'annonce pour le moins compliquée. J'avais dit en prenant ma fonction de Premier ministre que je souhaitais me consacrer exclusivement au redressement du pays et garder le silence sur tout le reste jusqu'au début de 1995. J'ai décidé de présenter ma candidature à la présidence de la République. En annonçant sa candidature à l'élection présidentielle, Édouard Balladur entre officiellement en compétition avec son ami de 30 ans, lui déjà déclaré. Une trahison que Bernadette Chirac pressentait depuis plusieurs mois. Bernadette Chirac est assez intuitive et elle a été l'une des premières à sentir la trahison d'Édouard Balladur vis-à-vis de Jacques Chirac. Édouard, comme elle disait, montrait
se montrait partout et il avait dit « Écoute Jacques, c'est pas possible, qu'est-ce qu'il veut? Il veut l'Élysée à ta place. » Elle a un sens politique très aigu. Maman, certainement, l'avait pressenti et ensuite compris bien avant lui. Pour l'épouse du candidat qui avait favorisé ce rapprochement avec Édouard Balladur, la blessure est là, bien présente. Elle a pris la trahison d'Édouard Balladur comme une insulte personnelle. Édouard Balladur, c'était mon monde, disait-elle. On allait à la messe ensemble. Je vois une femme blessée, meurtrie, en colère. C'est la haine, quoi. Et puis, vous savez, comme les femmes sont, elles ne se maîtrisent pas. C'est-à-dire qu'autant Jacques Chirac bougonne et on lance des flèches, mais politiques. Bernadette, c'est pas des flèches, des exocètes du matin au soir. Et la colère des Chirac est attisée par une autre défection, celle de Nicolas Sarkozy. Ma conviction, c'est qu'Édouard Balladur est toujours celui qui, dans la majorité, est le plus susceptible de rassembler le plus grand nombre de nos compatriotes. Alors là, ils la vivent tous les deux beaucoup plus mal que celle d'Édouard Balladur. Parce que celle d'Édouard Balladur, c'est une trahison politique. Celle de Nicolas Sarkozy, c'est tout à fait différent. C'est une liaison qui les touche au cœur, parce que c'est une liaison affective. Dès lors, Bernadette Chirac n'hésite plus à exprimer son ressentiment. Vous connaissez sa célèbre phrase, Nicolas Sarkozy avait pénétré notre intimité, avec ce mot quand même lourd de signification. Elle a été extrêmement claire dans ses sentiments, elle l'a considéré comme un traître. Elle nous dira, les yeux dans les yeux, je la cite très précisément, « Ce petit monsieur, ce voyou, je lui botterai les fesses jusqu'à ce qu'il n'en ait plus, ce voyou. » La période est donc difficile, d'autant que les sondages sont favorables au clan Balladur. Jacques Chirac se retrouve de plus en plus retranché ici, à l'hôtel de ville, entouré par de rares fidèles. La politique est l'un des moteurs de cette famille, donc face à l'adversité, ils fonctionnent ensemble. Le clan se resserre, le clan se fait face, le clan se soude. Claude a joué un rôle incroyable auprès de Chirac dans la période peut-être politique la plus difficile qu'il a connue. Il était tout seul. Il n'intéressait personne. C'était fini, c'était un has-been complet. Et il y avait Claude qui le regardait, qui le poussait, qui lui donnait de l'énergie. Il disait, mais t'en fais pas, ça va revenir, ça va. Elle était là comme ça, quoi. Elle tenait le truc. C'est des gens qui ont un lien très très fort. La fille, la mère et le père, passaient pas un papier de cigarette entre les trois. Je vous revois tout de suite dans la voiture. Vous montez dans la voiture et je vous revois. C'est vrai, on était unis, rassemblés autour de lui, en essayant de lui apporter le plus d'aide possible pour aller au bout de ce grand chemin. Chacun à sa place, bien entendu. Pendant cette traversée du désert, l'autre point fixe de Jacques Chirac, c'est son épouse. Il a fait mon admiration. Il s'est retiré parmi ses fidèles, car un certain nombre d'amis l'ont tout de même abandonné. Et à partir de cette réflexion qu'il a menée depuis 2 ans, d'une manière très intense, il est parti avec ses fidèles comme une locomotive. Elle n'a pas ménagé les conseils à Jacques Chirac, et surtout, elle n'a pas ménagé son soutien dans les moments les plus difficiles. Dans cette année-là, oui, ils sont très proches. Elle a été d'un soutien capital. Un clan réuni pour une nouvelle conquête, la dernière tentative pour devenir président de la République. Personne n'y croyait, mais cette fois, c'est la bonne. Victoire, accession à l'Élysée pour Jacques, mais aussi bien sûr pour Bernadette. Et l'épouse du nouveau chef de l'État entend bien redéfinir le rôle de première dame. Seulement, reste à découvrir quelle sera sa réelle marge de manœuvre. Lorsque Bernadette Chirac s'installe à l'Élysée, elle s'investit dans ce rôle comme aucune première dame ne l'avait fait jusqu'alors. Bien, alors qu'est-ce que vous nous montrez ? Elle considérait qu'il était de sa responsabilité de s'occuper comme une maîtresse de maison de cette maison Élysée. Elle a le sentiment que c'est la vitrine de la France, alors elle se donne un mal de chien, elle veut que ce soit les plus belles tables, la meilleure cuisine. On sentait, elle était dans son élément. Elle aimait beaucoup ça, mais tout, de la cave jusqu'au grenier, de s'occuper du linge de table, des vins, de la cuisine, de la porcelaine et tout, parce que c'est assez incroyable à l'Élysée. C'était flamboyant. L'Élysée de Bernadette Chirac a été un Élysée absolument flamboyant. Les premiers mois,
le personnel de l'Élysée est tout de même assez déstabilisé par cette maîtresse de maison au caractère assez ferme. C'est en place. J'ai vu, j'y suis allée, j'ai passé l'inspection. Elle sait se faire obéir, elle sait se faire respecter. Parfois, elle peut être assez dure, en fait. Elle est extrêmement autoritaire. Elle met tout le monde au pas. Personne ne peut lever le petit doigt sans son accord. Rien à dire. Ben, ça m'a semblé très bien, les fleurs sont superbes, le couvert est bien, tout est bien, tout est bien. Les gens qui ne sont pas de son avis se font débarquer rapido presto. On l'appelle la reine-mère, c'est son surnom. On l'appelait un petit peu comme ça déjà à l'hôtel de ville. Ça s'est affirmé encore plus à l'Élysée. Là, elle habitait la maison. Elle était en permanence sur le dos des gens quand elle était là, avec des demandes qui étaient légitimes, mais des demandes. C'est-à-dire qu'elle aurait pu être présente et peu demandeuse, mais ce n'était pas son cas. Et les désirs de la première dame s'affirment aussi lorsqu'il s'agit de réaménager les jardins de l'Élysée. Là encore, Bernadette Chirac a des goûts très précis. Peut-être on ne s'est pas compris, peut-être c'est pas rattrapable. Moi, mon idée était d'avoir dans ce parc beaucoup de roses. C'était un moment amusant parce qu'effectivement, sa demande était d'avoir plein de roses et que j'avais mis le maximum, mais qu'on venait de planter des rosiers qui étaient sans feuilles parce que ça avait été taillé assez court et que, effectivement, ça se voyait pas sur la terre, ou peu. Je pensais, moi, que dans ces massifs-là, il y aurait des rosiers. Il y a des rosiers. Mais à peine, il y en a quoi? Non, Trois. ils sont à ce stade-là pour le moment. Le caractère de Madame Chirac était effectivement volontaire, tenace, précis, n'aimant pas beaucoup la contradiction et cherchant à obtenir ce qu'elle souhaite. Est-ce qu'on peut encore rattraper et mettre beaucoup de rosiers là? Alors, ce que Parce j'ai que fait... le rosier en hiver, il y a du feuillage tout de même. Non, ce sont des tiges nues. Ah, pas tellement. Ah, Moi, j'ai allez. eu des roses jusqu'à Noël à l'hôtel de ville. C'est exact. Cette espèce d'autorité assez naturelle qu'elle avait été compensée par infiniment de gentillesse et aussi des moments extrêmement drôles et plus détendus que ceux qui sont là sur cette image. Une femme sévère et rigide, voilà l'image que Claude Chirac, la conseillère du président, va vouloir à tout prix faire oublier. Elle décide alors de tenter de l'écarter de la communication présidentielle. La première dame va le vérifier au cœur de l'été 1997 en découvrant un numéro de Paris Match consacré à son petit-fils Martin. Je me souviens de cette tristesse, en tout cas de cette une de Match, oui, en me disant je suis quand même la grand-mère. Voilà. Je suis la grand-mère et je suis pas sur la photo. Et je sens qu'elle le vit pas bien. Jacques et Claude se font photographier avec le petit Martin, ça en fait 4 ou 6 pages. Et on a l'impression que c'est le couple Jacques et Claude et leur petit garçon. Et Bernadette, en ouvrant Match, dit « Le président de la République est veuf ». Une faille apparaît donc clairement dans le clan familial. Claude a pris la main et c'est elle qui façonne l'image du président. Claude pensait qu'il fallait rajeunir la politique, il fallait rajeunir son père. Bon, alors elle s'y est employée, et donc elle a légèrement écarté sa mère. Légèrement, mais fermement. À l'époque, elle n'est pas encore... elle n'est pas populaire, elle n'est pas tellement connue des Français. Elle a un look vieillot. Claude l'appelle parfois Bouboule. Elle lui demande de se relooker. Elle l'envoie se faire des mèches chez le coiffeur d'Adjani. La mère faisait trop conservatrice, trop catho, peut-être trop grosse, peut-être pas assez mode. Effectivement, à ce moment-là, elle est totalement évincée. Sans attribution officielle à l'Élysée, Bernadette Chirac peine à exister au milieu de ce duo et elle ne s'en cache plus vraiment. Ce n'est pas compliqué d'être deux femmes dans une même sphère d'influence. Écoutez, je fais ce que je peux pour que ça ne soit pas trop compliqué. Posez-lui la question et vous verrez sa réponse. Je fais ce que je peux. C'est quelquefois un peu délicat. Quand on téléphonait à l'Élysée, qu'on demandait Madame Chirac, on vous passait Claude Chirac, on ne vous passait pas Bernadette. La fille avait pris la place de la mère. Claude est devenue Madame Chirac. Claude Chirac avait une responsabilité officielle au sein de la présidence de la République. Elle était en charge de la presse et de la communication. Madame Chirac, qui était sa mère, qui était l'épouse du chef de l'État, par le jeu des institutions, n'a pas de place particulière ou de rôle particulier à jouer. Seulement, Claude Chirac ne va pas mesurer encore l'évolution de l'image de sa mère dans l'opinion, car elle est en train de se faire une place grâce à une opération caritative
pour laquelle elle a choisi le parrain. C'est elle qui va chercher David Douillet. Donc, bon, à l'époque, c'est juste champion olympique de judo. Enfin, à ce moment-là, il a une popularité incroyable. Donc voilà, il y a une vraie bonne idée. Et le 18 janvier 1997, c'est donc aux côtés du judoka David Douillet que la présidente de la fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France, lance le premier train des pièces jaunes. Elle s'y est donnée, pas à 100%, à 1000%. Voilà. Madame Chirac m'a estomaqué plus d'une fois, tant sur sa patience. Je l'ai vu signer des dizaines de milliers d'autographes. Je l'ai vu écouter des dizaines de milliers de personnes. Alors que moi, je commençais à fatiguer. Moi, l'athlète, à l'époque, normalement solide physiquement, etc., j'étais quelquefois plus fatigué qu'elle. Ça lui fait pas peur. Par -15, elle pouvait attendre dans le froid que voilà, on nous passe l'antenne. Elle pouvait signer pendant des heures et des heures des autographes. Oui, elle fait le job. Hein. Allez, Doudou. L'engagement de Bernadette Chirac, associé à la popularité de David Douillet, porte très vite ses fruits. L'opération Pièce jaune est un énorme succès qui change radicalement l'image de la première dame. C'est inopiné de voir la femme du président sur un quai de gare. Oh non, ça m'arrive de prendre le train comme tout le monde quand même. L'opération Pièce jaune va lui donner une véritable aura médiatique. Donc ça va la déringardiser totalement. Pour beaucoup de Français, enfin vraiment pour l'opinion publique, elle devient quelqu'un d'abord qui est connu, qui est reconnu pour sa générosité, pour son empathie avec les enfants, avec les gens qui souffrent. Donc elle se fait sa propre image de marque. À plus de 65 ans, Bernadette Chirac vient de sortir de l'ombre de son mari. Elle a voulu prouver que justement elle n'était pas qu'une potiche et peut-être aussi pour elle une façon de prouver à Jacques Chirac qu'elle ne lui devait pas tout, qu'elle existait par elle-même, qu'elle n'était pas seulement la femme d'eux. C'est presque une revanche. Elle qui a été tout le temps estompée, écrasée, mise dans l'ombre, passée sous silence, vit. Et le deuxième acte de cette autonomie passe également par la publication d'un livre, son titre « Conversation ». Bernadette Chirac s'y dévoile pour la première fois face à Patrick de Carolis. À la clé 300 000 exemplaires vendus, Jacques et Claude Chirac sont bien obligés de se rendre à l'évidence. La première dame est populaire. Il va donc falloir désormais compter avec elle pour la réélection du président. Au printemps 2002, Jacques Chirac est en campagne pour sa réélection. Mais cette fois-ci, la situation a changé. Les Françaises et les Français ont droit à un débat. Son épouse Bernadette s'affiche à ses côtés dans ses déplacements. Vous allez vous impliquer beaucoup, vous, dans cette campagne? Vous savez bien que oui, mais à ma manière. La première dame a pris de l'assurance face aux médias et sur le terrain politique. Et elle n'hésite plus à faire campagne dans les endroits où on l'attend le moins. Elle est arrivée se comportant comme une citoyenne lambda, qu'elle n'est pas, parce qu'elle a toujours un côté quand même très grande dame. Et je lui dis, Madame, voilà, j'ai pensé que peut-être on pourrait aller dans les quartiers. Je voulais vous serrer la main. Oui, bonjour. Je suis un peu bête tout à l'heure parce que je vous ai vu et puis... Vous n'y attendiez pas. Je n'y attendais pas du tout. Voilà, c'est gentil d'être venu. Je vous aime beaucoup. Merci. C'est très gentil. Très bien de votre part. Merci beaucoup. Elle est très populaire. Les vendeuses venaient sur le pas de la porte des magasins pour la saluer. Madame Chirac, Madame Chirac. Les enfants qui sortaient de l'école sont venus vers elle en lui parlant des pièces jaunes. On s'aperçoit que de département en département, de circonscription en circonscription, Madame Chirac apporte au fond une base politique au président qui était peut-être en train de le quitter quelque peu. Il est beau ce petit chien. Ben, moi j'en ai un aussi, vous savez, alors... Bonjour Ondine. Non mais j'ai un petit chien, j'ai un bichon maltais, moi. Elle amène du monde, elle a, si je peux dire, sa clientèle. Alors sa clientèle, c'est peut-être plutôt une droite un peu conservatrice, catho, mais ça compte quand même pour quelques pourcentages. Celle qui a longtemps été réduite au silence savoure dans les meetings d'être enfin reconnue comme une femme politique à part entière. Bernadette, Bernadette. Heureusement, j'en ai une femme sur le toit. Je voudrais vous dire ma joie d'être avec vous, que cette année 2002
soit l'année de tous les succès et surtout du succès pour la France. Elle était fière de soutenir la candidature de son mari et fière d'être en première ligne. Elle avait envie de faire campagne, elle avait envie qu'on l'invite dans les meetings. Elle aide beaucoup à ce moment-là le président. Elle va dans toutes les réunions, et autour d'elle, elle prêche, si vous voulez, pour son mari. Ça, c'est vrai qu'elle est formidable. À ce moment-là, elle a une influence considérable. Jacques et Claude Chirac ont bien dû se rendre à l'évidence. Le capital sympathie de Bernadette va se révéler un atout dans la campagne. Elle avait un succès fou. Elle était la personne la plus demandée, quasiment. Vraiment. C'est très probablement, à cette époque, sa meilleure alliée, et elle est un atout formidable pour lui. Oui, il m'écoute. Il m'écoute, certainement, oui. Je crois qu'il y a des conseils qui lui sont utiles. Je suis souvent obligée de revenir à la charge. Vous savez bien qu'il m'appelle un peu la mouche du coche. Et je ne me lasse pas de lui redire certaines choses dont je crois qu'elles sont valables et qu'elles sont même essentielles s'il veut gagner. Et parmi les conseils qu'elle donne à son mari, celui de se méfier de la montée du Front National que personne ne perçoit alors. Elle a dit, attention, il va y avoir une surprise. Et Le Pen va faire un score qu'on n'imagine pas. Et ça, je l'ai très clairement vécu, la seule à pronostiquer un Jean-Marie Le Pen présent au second tour de l'élection présidentielle. Finalement, c'est peut-être grâce à elle que Jacques Chirac n'a pas été dépassé au premier tour par Le Pen. Il s'en est fallu de peu, quand vous regardez les chiffres. Et lorsque le 5 mai 2002, Jacques Chirac remporte triomphalement l'élection contre Jean-Marie Le Pen, Bernadette Chirac ose désormais s'afficher seule pour saluer la foule. Là, elle va s'imposer dans le clan familial, elle va s'imposer auprès des conseillers de Jacques Chirac, elle va s'imposer véritablement dans le jeu politique. Et au fond, à partir de ce moment-là, elle a montré son utilité et gagné son indépendance. L'épouse du président de la République a donc gagné en indépendance et elle ne va pas tarder à exprimer à nouveau son sens politique. Le 23 mars 2004, elle reçoit le ministre Nicolas Sarkozy en Corrèze à l'occasion des élections régionales. Pour vous féliciter, madame, également pour vous dire que c'est un honneur, pour moi, d'être votre invitée. Au premier rang, ce soir-là, Bernadette Chirac applaudit avec ferveur l'homme qui, 10 ans plus tôt, a pourtant déserté le camp chiracien pour Édouard Balladur. La blessure, la trahison est toujours là. D'ailleurs, elle a dit un jour, il a planté son couteau une fois, il le refera. Mais elle est à la limite plus politique et moins affective que son mari. Elle sait que cette réconciliation est nécessaire. Car l'intérêt politique est grand. Nicolas Sarkozy est populaire et Bernadette Chirac l'a compris. Elle l'exprime ce soir-là à la fin du meeting avec ces mots devant les micros des caméras. Un soutien alors qu'au même moment, Jacques Chirac s'agace de l'ambition présidentielle de son ministre de l'Intérieur. Sa femme vient dire « Heureusement qu'on vous a, je vous soutiens, vous êtes l'espoir de la France, l'avenir de la France ». C'est terrible pour Jacques Chirac que sa femme se prononce publiquement pour Nicolas Sarkozy, qu'il combat et qu'il n'aime pas. Elle est devenue très indépendante et prend ses décisions sans en avertir quelquefois son mari. Il se dit « Voilà, je vais dire ce que je pense et faire ce que je veux, et c'est comme ça ». Bernadette Chirac fait un acte politique, mais son choix n'est pourtant pas le résultat d'un coup de tête. Quand on connaît le caractère de Bernadette, on se dit que ça ne peut pas être spontané. Ça ne peut être que calculé. Elle sait qu'il faut compter avec Nicolas Sarkozy. Il est évident aux yeux de Bernadette que c'est l'homme fort qui viendra après son mari. Or, depuis le début des années 2000, Jacques Chirac est rattrapé par plusieurs affaires judiciaires liées à ses fonctions de maire de Paris. Bernadette Chirac, elle,
a conscience qu'il lui faudra des appuis au plus haut niveau lorsque l'immunité présidentielle tombera. Bernadette Chirac a toujours eu peur du procès. Depuis le moment, au fond, où les affaires ont éclaté, elle a toujours été beaucoup plus inquiète que son mari. Elle trouve ça humiliant, blessant. Pour elle, c'est une tâche qu'il faut déjà effacer. Donc, effectivement, quand elle se rapproche comme ça de Nicolas Sarkozy, on peut penser qu'elle espère qu'il arrangera les coups pour après. Sarkozy était également la garantie que son mari n'aurait pas d'ennui juridique ensuite. Ils ont dû s'entendre sur ce fait-là au moins, que, au fond, Jacques Chirac connaîtrait une vieillesse heureuse et préserver des juges. L'influence politique de Bernadette Chirac grandit donc en coulisses. Et elle va se confirmer quelques mois plus tard. Nous sommes le 2 septembre 2005 en fin d'après-midi. La Première Dame est en déplacement en province lorsqu'elle reçoit un coup de téléphone de l'Élysée. C'est Jacques Chirac qui l'appelle. Mon père lui dit je ne sais pas ce que j'ai une forte migraine, je me sens pas très bien, et puis je ne sais pas ce qui m'arrive, j'arrive plus à lire les textes que j'ai sous les yeux. Et donc maman a le bon réflexe, elle lui dit mais appelez immédiatement le docteur de Roll, qui était le docteur de l'Élysée. Le docteur de Roll vient à ses côtés et se rend compte qu'il y a un problème. Donc là, il part au Val-de-Grâce. Vers 20h, le président est conduit dans le plus grand secret à l'hôpital militaire du Val-de-Grâce pour une série d'examens. Personne n'est mis au courant, sauf Bernadette Chirac, sauf Claude Chirac, sauf le secrétaire général de l'Élysée, le médecin, évidemment, de l'Élysée, un gendarme qui va conduire Jacques Chirac à l'hôpital du Val-de-Grâce, et personne d'autre. Quelques heures plus tard, les médecins diagnostiquent un AVC, un accident vasculaire cérébral. Bernadette rentre alors immédiatement à Paris, et au petit matin, elle se rend avec sa fille Claude au chevet de son mari. Pour elle, ça a été un choc terrible, parce que c'était un tel décalage entre ce qu'elle avait toujours vécu à ses côtés, c'est-à-dire la solidité la plus totale, et puis tout d'un coup, la première fois qu'il avait une faiblesse. Elle le vit très mal, mais elle ne veut pas le vivre très mal. Elle a déjà passé beaucoup de temps dans les hôpitaux à cause de sa fille. Elle veut se persuader qu'il va s'en sortir, qu'il va aller de l'avant, mais elle est parfaitement consciente de ce qu'est un AVC. Ils ont su l'un et l'autre que c'était pas anodin et qu'il pourrait y avoir des suites, des séquelles, et qu'il fallait vraiment faire très très attention. Bernadette et Claude doivent très vite penser à une stratégie de communication autour de l'accident du président. Ils sont obligés d'agir en politique, c'est-à-dire qu'on est obligé de gérer cet instant. En accord avec le secrétaire général de l'Élysée, elle décide de rendre l'information publique le lendemain de l'accident, le samedi 3 septembre, à la mi-journée. Frédéric Salabarou, le secrétaire général de l'Élysée, Claude, Bernadette vont millimétrer ce qu'ils disent et ce qu'ils veulent montrer. Le président de la République a été admis à l'hôpital d'instruction des armées du Val-de-Grâce le vendredi 2 septembre pour un petit accident vasculaire. Il s'agit d'un hématome de petite taille, expliquant le caractère isolé et limité du trouble de la vision. Je vous remercie. Pendant tout le séjour de Jacques Chirac à l'hôpital, les communiqués officiels vont minimiser systématiquement la gravité de l'événement. Quand on relit les communiqués de l'époque, on se rend compte qu'on parle de petits pépins de santé, de légers troubles de la vision. On ne parle jamais d'un accident vasculaire cérébral. Le mot cérébral n'est jamais inscrit dans les communiqués. On ne veut pas dire aux Français qu'il s'est passé quelque chose dans le cerveau de Jacques Chirac. C'est pourtant le cas, parce que ça inquiète. C'est un mot qui fait peur, le mot cerveau cérébral. Il était encore président d'exercice, donc il fallait qu'il puisse assumer son rôle et sa fonction sans que soient mises en doute ses capacités de le faire. Une semaine plus tard, le 9 septembre 2005, la sortie de l'hôpital de Jacques Chirac ne laisse place à aucune improvisation. Accompagné de son épouse et des soignants, le chef de l'État sort à pied
et s'avance vers la presse. Monsieur le Président, ici la caméra. Ici la caméra, Monsieur le Président, la caméra est ici. La caméra est ici. Monsieur le Président. Alors je voudrais tout d'abord vous remercier d'être ici. Pour ne rien vous cacher, je commençais à avoir hâte de sortir. Ça c'est un fait. Je commençais à trouver le temps long, surtout à l'heure du déjeuner, que je suis très content maintenant d'aller prendre. Il sort accompagné de sa femme, genre tout va très bien, je meurs de faim, j'ai pas de temps à perdre. Il offre l'image d'un homme qui se porte comme un charme et pour qui ne s'est rien passé. Pourtant, après cette alerte, Jacques Chirac conserve des troubles de la vision et des signes de fatigue. Dès lors, Bernadette Chirac va exiger un droit de regard sur l'agenda présidentiel. Là, maman a eu évidemment un rôle très important parce qu'il s'agissait quand même de décélérer un peu en termes d'emploi du temps pendant quelques semaines, de ne pas repartir comme en 14 avec des emplois du temps épouvantables. Et ça, elle a beaucoup veillé là-dessus, et heureusement, parce que de lui-même, il aurait probablement n'aurait pas été raisonnable. Elle sera là comme la gardienne la plus féroce de cet emploi du temps, en imposant finalement de ralentir le rythme. En fait, Bernadette Chirac avait le secret espoir d'un 3e mandat pour son mari à l'Élysée, mais cet accident hypothéquera toutes ses chances d'être candidat. Le 6 mai 2007, Nicolas Sarkozy est élu par les Français à la tête de l'État et 10 jours plus tard, il s'apprête à faire son entrée à l'Élysée. Une journée forcément symbolique et douloureuse même pour les Chirac, car elle marque la fin de 40 ans de vie politique. Le 16 mai 2007, au pied des marches du palais de l'Élysée, se déroule la passation de pouvoir entre Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy. Au milieu de la cour, avec le personnel, Claude Chirac assiste ému à ce moment solennel. Mais ce jour-là, il manque une personne essentielle. En réalité, au moment de la passation de pouvoir et au moment du départ, elle n'a pas fini le déménagement. Elle a passé toute la nuit à faire ses valises et ses cartons. Elle était très en retard parce qu'elle est toujours en retard. Vous avez ce moment extraordinairement formel. Et puis vous avez à l'étage au-dessus, dans les appartements privés, quelqu'un qui finit difficilement les cartons et qui va donc ne pas assister à cette cérémonie parce qu'en réalité, elle fait autre chose. Bernadette Chirac n'est pas en mesure de jouer une dernière fois son rôle de première dame. Elle n'avait pas envie d'être vue, un moment qui était quand même un moment assez dur pour elle. Elle n'a pas envie qu'on la voie le visage défait. C'est quelqu'un de très digne. Elle dit que ce n'est pas indispensable de la voir. Ce qui est important, c'est de voir le départ du chef de l'État. Si le déménagement a pris du retard, c'est que Bernadette Chirac, en fait, ne se résout que difficilement à quitter le palais de l'Élysée. Elle sentait qu'elle quittait quelque chose et une vie dans laquelle elle était parfaitement heureuse et parfaitement bien. C'est évidemment probablement les 12 années à la fois les plus difficiles et les plus merveilleuses de sa vie, donc c'est compliqué pour elle. Elle aurait bien voulu ne pas le quitter. À la limite, elle aurait voulu se présenter à la place de son mari. Ce 16 mai 2007 marque donc pour le couple Chirac le début d'une nouvelle vie. Ils ont d'abord toujours vécu dans des palais nationaux, depuis 1974 en fait, quand Chirac a été Premier ministre pour la première fois, à Matignon, puis l'Hôtel de Ville pendant 18 ans, et l'Élysée pendant 12 ans. Même les gestes les plus banals, comme ouvrir des portes, ils étaient habitués à l'Élysée à ce que les portes s'ouvrent devant eux. Jacques et Bernadette Chirac n'ont semble-t-il pas même songé à acquérir un appartement pour leur vie d'après. Tout le long de leur vie, ils ont pensé qu'à leur travail, qu'à leur mission, parce que peut-être qu'ils comptaient jamais s'arrêter. C'est donc ici, sur les quais de Seine, dans un vaste appartement prêté par la famille libanaise Hariri, que Jacques et Bernadette Chirac vont découvrir un nouveau rythme de vie. Vous avez un agenda rempli à 3 ans, à 4 ans, 24 heures sur 24. Et du jour au lendemain où vous passez le Porsche, votre agenda est vide. Le téléphone ne sonne plus. Les gens ne viennent plus vous voir, ou presque pas. Tout est fini. C'est très dur. Très dur aussi bien pour Bernadette que pour Jacques. Au-delà des contacts rompus,
Ce qui préoccupe Bernadette Chirac à cet instant précis, c'est la perspective d'un procès pour son mari. Jacques Chirac n'est plus seulement un ancien chef de l'État, mais il est devenu un Français comme les autres, et un Français qui peut se retrouver au tribunal. Et donc toutes les affaires judiciaires qui attendaient justement ce moment-là se réveillent. Un mois et quelques jours après son départ de l'Élysée, la juge Simeoni se présente à son domicile pour enquêter sur l'affaire des emplois fictifs de la mairie de Paris. Pour tout ce qu'avait fait Jacques Chirac pour la France, c'était inconcevable qu'on puisse, comme ça, vouloir juger son mari. Bernadette Chirac a toujours redouté la confrontation avec les magistrats. L'épouse de l'ancien chef de l'État décide de solliciter l'aide de Nicolas Sarkozy avec un objectif en tête, rembourser la mairie de Paris pour obtenir le retrait de sa plainte. Monsieur le Président, bonjour. Le 15 juin 2010, un déjeuner est organisé entre l'ancien et le nouveau président de la République. C'est vraiment Bernadette Chirac qui est à l'origine de ce repas. Jacques Chirac ne voulait pas aller à ce déjeuner. Il finit par s'y résoudre, mais il a prévenu quelques amis en disant « j'y vais, mais je ne dirai rien à ce déjeuner, je ne parlerai pas ». Et comme prévu, Jacques Chirac n'est pas très bavard ce jour-là. Et arrive l'heure du dessert, il faut s'imaginer la scène, chacun a en tête cet arrangement sur les emplois fictifs, et on n'en a toujours pas parlé. À ce moment-là, Bernadette Chirac dit « Jacques, je crois que Nicolas veut vous parler de quelque chose ». Nicolas Sarkozy fait alors une proposition financière à Jacques Chirac. Nicolas Sarkozy accepte que l'UMP débourse 1,65 million d'euros et que finalement il ne reste que 500 000 euros à la charge de Jacques Chirac. L'accord se fait en fait sur un coin de table entre Bernadette Chirac et Nicolas Sarkozy, avec un Jacques Chirac totalement silencieux et absent. Accord du côté de l'UMP, et pour la mairie de Paris, Bertrand Delanoë accepte également ce règlement financier à l'amiable. Très bien. Bernadette Chirac a tout fait pour faire en sorte que ce procès soit un petit peu vidé de sa substance. C'est un procès où il n'y aura ni partie civile, puisque la ville de Paris se retire, puisqu'elle est remboursée, et où le procureur ne tiendra pas de réquisitoire. Donc ce procès est une coquille vide. Pourtant, un an plus tard, alors que le procès approche, Jacques Chirac va jeter un pavé dans la mare. Nous sommes le 11 juin 2011 à Saran, en Corrèze. Ce jour-là, Jacques Chirac est accompagné de François Hollande, président du Conseil général, pour inaugurer une exposition d'art chinois dans le musée qui porte son nom. Ils se connaissent très bien puisqu'ils sont sur les mêmes terres depuis quand même un certain nombre d'années. J'ai entendu qu'il plaisantait puisqu'il y avait des rires. On avance tranquillement autour du président. Et puis à l'entrée du musée, il s'est mis à affirmer sûrement et franchement. Lui, c'est l'avenir. Comment? Si. Mais lui, c'est l'avenir parce qu'il va être candidat. Oui, mais vous allez être candidat. Vous êtes présidentiel. Oui, mais je vais être pour lui. Oui, certainement. Tout le monde a un petit peu regardé. Une personne qui s'occupe de lui a essayé de lui dire de se taire parce qu'il y avait les micros et les caméras. Eh bien, il en a rajouté, fort de ça. Je peux dire que je voterai Hollande. C'est pas une gaffe, c'est pas de l'humour corrézien, c'est quelqu'un qui s'est lâché, qui avait envie de le faire. Qui avait envie de le faire parce que peut-être qu'on l'avait un petit peu bridé, il faisait dire que du bien de Sarkozy partout. Il y a chez le président, dans cette expression, une malice évidente, aussi un souci d'être très libre. Il avait envie de se lâcher, et puis ça l'a fait marrer, puis après il passe à autre chose. Provocation ou dérapage, pour Bernadette Chirac, cette déclaration de son mari est une catastrophe qu'il va falloir gérer. La première chose que Bernadette Chirac pense en entendant son mari soutenir François Hollande, c'est il faut arrêter ça. Pour elle, c'est catastrophique. Sarkozy est
absolument foudrage. Nicolas Sarkozy, en plus, aurait dit à ce moment-là, bon, avec tout ce que en gros, avec le chèque que je viens de signer, il aurait pu éviter de se prononcer aussi clairement en faveur de François Hollande. Dans un communiqué commun, Bernadette et Claude Chirac évoquent un moment d'humour corrézien afin de tenter de minimiser l'incident. Mais l'épouse de l'ancien président va même vouloir aller plus loin. Elle est allée excuser Jacques Chirac jusqu'à l'Élysée, suivie par Claude. On peut imaginer qu'elle a fait valoir que Jacques Chirac ne maîtrisait plus complètement ses propos et qu'il ne fallait pas lui en tenir rigueur. L'ancien président ne maîtriserait plus ses propos. Une situation qui échappe de moins en moins aux journalistes. Probablement, l'AVC fait son œuvre aussi. Il s'avère que cet AVC a été plus grave que prévu. Jacques Chirac a une maladie où finalement les verrous ont sauté, si je puis dire. Les verrous de la bienséance ont sauté. Il donne libre cours à toutes ces idées qui lui passent en tête et il n'a plus aucun frein. Il ne va rien cacher de ses sentiments. Quand une femme lui plaît, il va le dire tout fort. Quand on a connu un homme dans la force de l'âge et de l'énergie, comme elle a connu son mari Jacques Chirac, je pense qu'aujourd'hui, ça doit être très difficile pour elle, vraiment dur, très dur. On avance là, on avance. Le président, vous allez être jugé dans quelques mois. Plus que jamais, Bernadette et Claude veillent sur l'ancien président malade. Et quelques jours avant l'ouverture du procès des emplois fictifs, elles vont prendre une décision. Un rapport médical faisant état de troubles neurologiques sévères et irréversibles est transmis à la justice. C'est donc en l'absence du principal prévenu que se tiendra le procès des emplois fictifs de la ville de Paris. Pendant que le procès se déroule à Paris, Bernadette Chirac, elle, repart en campagne, sur les routes de Corrèze. À 78 ans, elle se présente pour la 6e fois au poste de conseillère générale. On vous embête pas trop? Hein? Ça va toujours? Mais cette fois-ci, l'enjeu du combat est différent. C'était indéniablement très important pour Bernadette Chirac de redonner du lustre au nom de Chirac après les mois qu'elle avait vécu, enfin que la famille a vécu. Bernadette ne peut pas supporter qu'on termine avec une image aussi dégradée du couple. Oh, ben alors, hein? Non. Elle a été la première dame de France, elle a été la gardienne de l'Élysée, mais c'est surtout la gardienne de la famille et du clan. Elle ne veut pas que le nom de Chirac reste dans les têtes associées à la maladie, à des procès, à la déchéance. Sa bataille, là, elle se situe là. Voilà, hop. Elle porte l'emblème Chirac à ce moment-là, et finalement, quelles que soient les épreuves, quoi qu'il se passe pour son mari, elle continue à brandir le drapeau Chirac et à le planter en terre de Corrèze une dernière fois. Trois mois plus tard, le 15 décembre 2011, le tribunal correctionnel de Paris rend son jugement. 2 ans de prison avec sursis contre Jacques Chirac. Pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, un ancien président est condamné par la justice. Pour elle, ça a été terrible. Elle a été meurtrie par ça. Parce que de ce procès, on n'attendait pas une si lourde peine, même si elle est avec sursis. Elle peut tout supporter. Porter à bout de bras sa famille, les problèmes de santé, les difficultés matérielles. Mais ça, c'est probablement trop. C'est la première fois que derrière le béton, parce que c'est une femme en béton armé, là, il y a une souffrance qui se libère et qui s'exprime. Quand on se marie, je crois qu'on dit pour le meilleur et pour le pire.
Et elle est à ses côtés aujourd'hui comme elle était hier. Elle est à ses côtés dans des circonstances qui sont un tout petit peu plus difficiles, comme elle était à ses côtés dans des circonstances absolument magnifiques qu'elle a vécues grâce à lui. Et, enfin, voilà, ils sont là, tous les deux, comme hier. Bonsoir Madame Chirac. Bonsoir. Merci de nous accorder cet entretien. Quand je vous ai demandé de venir pour cette interview, vous m'avez dit « Mais pourquoi parler de moi, ça n'intéresse personne ?» C'est mon avis. C'est une coquetterie ou… Pas du tout. C'est mon avis. Une femme qui a devant elle une perspective professionnelle importante, je comprends qu'elle ait envie de passer à la télévision ou si elle joue un rôle important. Mais une femme qui a joué un rôle. Une élue importante ou une femme qui a une perspective de responsabilité importante en politique. Mais moi, je ne peux vous parler que de ce que j'ai fait et de ce que je continue à faire. On va parler des deux. Vous avez été, vous vous considérez finalement comme l'épouse de Jacques Chirac ou est-ce que finalement, au fil du temps, vous n'êtes pas devenue pour les Français Madame Chirac, Bernadette Chirac, une personnalité à part entière. Est-ce que c'était important ou ça s'est fait au fil du temps? Ça s'est fait au fil du temps. Je peux vous donner un exemple. Les récentes campagnes électorales, j'ai participé un petit peu à la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy. Et j'ai fait du porte-à-porte à Paris et en province. Et là, pour les législatives, j'ai essayé d'aider, de soutenir quelques candidats à la députation. Et les gens viennent vers vous. Il y en a qui ont gagné, d'ailleurs, je tiens à le dire. Et alors là, c'est là où ça m'a vraiment beaucoup surpris. Parce que la mairie de Paris, ça remonte loin. Mon mari était maire 18 ans, mais ça remonte loin au point de vue date. Et je n'avais pas besoin de me présenter. Au début, je me suis dit, je vais aller saluer la boulangère ou le patron de la charcuterie. Mais tout de suite, c'était bonjour Madame Chirac, on est content de vous voir. Ça vous surprend encore, oui. Ça? Vous avez été 2 fois première mais dame oui, mais pendant écoutez, 14 ans. Les gens ne pensent pas qu'à ça. Et puis on change aussi de visage. Non, ça m'a beaucoup surpris. Et ça m'a fait plaisir quelque part. Si je vous pose la question de savoir quels sont vos traits de caractère, ça serait quoi? La continuité, la cohérence? La fidélité. À vos idées, à votre histoire? Je suis quelqu'un de fidèle. J'ai été élevée sévèrement pendant la guerre par ma mère, puisque mon père était en captivité. Et je la remercie de m'avoir élevée sévèrement parce que ça m'a évidemment beaucoup aidée dans la vie que j'ai menée, notamment au service de Jacques Chirac. Vous avez été, est-ce que vous vous considérez comme très différente de Jacques Chirac? Oh, ben bien sûr. Complémentaire? Vous savez, absolument complémentaires, je pense. Par exemple, si nous avions eu le même caractère, ça aurait été effroyable. Il y aurait eu des... Je sais pas. Au départ, sincèrement, il y a une différence entre Mademoiselle Chaudron de Courcelles et le jeune homme qu'est Jacques Chirac? Il y a un choc culturel ou pas? Choc culturel, c'est beaucoup dire. Hein. Ma belle-mère, qui était ma future belle-mère, était venue voir maman chez elle pour lui dire que j'avais beaucoup de chance d'épouser son fils unique et qu'il aurait pu faire n'importe quel mariage. Alors vous voyez, sans doute est-ce vrai, mais vous voyez, c'était pas le genre de ma famille d'aller dire... elle était très fière de son fils, à juste titre. Qu'est-ce qu'il avait finalement de si différent, Jacques Chirac? Quand vous arrivez à Sciences Po, on dit, et vous le dites même vous, qu'il avait quelque chose, on va dire, il était hors norme, il était déjà... Il séduisait les filles, surtout. Ah. Il séduisait les filles, beaucoup. Il s'est trouvé par hasard, nous ne connaissions absolument pas, que nous nous sommes trouvés dans la même conférence de méthode. Et, à Sciences Po. À Sciences Po, en première année, ce qu'on appelait l'année préparatoire autrefois, mais qui est la première année. Et je voyais, il était en face de moi. Vous savez, les tables sont en carré. Et je voyais sous les tables les genoux et les jambes remuer sans arrêt. Les siennes? Et je me disais, pas les miennes, pas les miennes. Ces grandes jambes. Et je me disais, ce garçon-là, il doit boire énormément de café. Ah. Méfions-nous de lui, parce que c'est quand même extraordinaire de jouer pendant 1 heure ses jambes dans tous les sens. Ah, vous étiez assez méfiante au départ? Très. Extrême. D'ailleurs, c'est ma nature. Et voilà que j'avais un
très très bon ami en 3e année, tous mes amis étaient en 3e année, qui m'avait dit, tu es très timide, prends les 2 premiers exposés en histoire et en droit constitutionnel, et je les ferai avec toi. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai levé le doigt complètement dans le brouillard, parce que j'étais très très timide quand j'avais 18 ans, et mon mari a fait un contresens complet. Il s'est dit, tiens, cette fille-là, qui prend les premiers exposés, elle a quand même du culot. En bibliothèque, il est venu me voir, il m'a dit, mademoiselle, est-ce que vous voulez faire partie de mon groupe, de ma conférence? Je réunirai un petit groupe une fois par semaine pour travailler spécialement. Et je dis, monsieur, ça, je verrai, je vais réfléchir à la question. Il avait finalement, un énorme pouvoir de séduction. Énorme, non. Mais au-delà de la moyenne. Énorme, non, mais c'était quand même un étudiant qui sortait de l'ordinaire, qui était quand même à la fois très brillant, très cultivé, et je le répète, qui séduisait beaucoup les jeunes filles. Quand vous le rencontrez, vous êtes finalement tombée amoureuse très vite? Non. Non? Pas du tout. Ah. Il empoisonnait ma famille en téléphonant sans arrêt. Et votre père disait, c'est encore Jacques Chirac, c'est encore le jeune Chirac? Oui, j'ai même un télégramme. J'ai même conservé un télégramme où mon père dit « prière de raccrocher immédiatement ». On l'a vu dans le Il y avait 2 heures que le téléphone... il dérangeait mes parents sans arrêt au téléphone. Quand Jacques Chirac part aux États-Unis, parce qu'on raconte l'histoire effectivement qu'il vous a séduit, qu'il était... Mais c'est vous qui, à un moment donné, dites il faut qu'il revienne des États-Unis? C'est vous qui dites? Non, pas du tout, c'est ma belle-mère. Toujours le fils unique. Elle était terrorisée parce qu'il lui écrivait des lettres en lui expliquant qu'il voyait beaucoup une jeune fille très riche de Louisiane, qui avait une voiture décapotable, enfin tout ce qu'il faut pour... Et ma belle-mère, et puis il a fait le tour des États-Unis aussi en servant de chauffeur à une dame âgée. Mais vous étiez inquiète, vous? Moi, ou que sa belle-mère? Moi, je m'en fichais pas mal. Mais elle téléphonait à ma mère en lui disant « Je suis tout de même ennuyée, j'ai très peur que mon fils reste aux États-Unis ». C'est comme ça que ça s'est passé. Finalement, la politique, elle faisait partie du contrat de mariage ou pas du tout? Mes parents n'étaient pas très contents. Et vous? Vous savez, pas enchanté non plus, je ne m'attendais pas à ça. Il y avait déjà des propositions dans le privé. Il était question d'aller au Canada, ça m'aurait tenté. C'était pas une passion finalement, la politique au départ, pour vous? Non, pas du tout. J'ai découvert ça avec, je dirais, la marche en avant de mon mari, la première campagne électorale en Corrèze, où j'ai fait ce que j'ai pu pour l'aider. Alors vous allez beaucoup l'aider, beaucoup le suivre, beaucoup le soutenir, être là à ses côtés. Il y a aussi un moment donné où vous avez eu envie de reprendre vos études. Qu'est-ce qu'il dit, Jacques Chirac, quand vous lui dites « j'ai envie de reprendre mes études » Il était furieux. Furieux? Oui, c'est quand il a été nommé ministre de l'Agriculture. Il m'a dit « vous n'avez aucune idée de ce que c'est qu'en réalité la vie d'une femme de ministre, vous ne me verrez jamais. Parce que c'est vrai que pour l'agriculture, il fait beaucoup à Bruxelles et beaucoup de voyages. Alors, mes enfants étaient encore petites, mais scolarisées. Il ne voulait pas que j'ai une vie professionnelle. Je le regrette beaucoup, mais enfin, vous vous souvenez de cette phrase? C'est derrière moi. Est-ce que vous vous souvenez de la phrase qu'il vous a donnée? Oui, bien entendu. Je lui ai dit, ben voilà, j'ai envie de faire une licence d'archéologie. Alors, il était absolument furieux. Il m'a dit, vous allez énormément contrarier Georges Pompidou, ça ne se fait pas. Je vais préciser la phrase, parce que oui, je vois que vous avez si du vous mal voulez, à je vois que vous avez envie de la dire. Vous serez fouetté cul nu sur le campus, vous allez nuire à ma carrière et le président Pompidou va être foudrage. Il n'a pas été foudrage, le président Pompidou, il vous a même plutôt... Mais non, il a trouvé ça très, très normal. On ne peut pas rester là comme ça chez soi, attendre que le temps passe. Ça a été dur avec Jacques Chirac, ces moments, on va dire... On dit finalement Jacques Chirac était assez dur avec les femmes et avec vous en particulier parce qu'effectivement il était un peu macho. Oui, ça sûrement. Il est toujours d'ailleurs. Il est toujours. Je considère que les femmes sont faites, les femmes mariées, pour servir leur mari. Et que tout ce qu'on fait, après tout, ça n'est intéressant que si c'est utile à leur mari, que si le sujet l'intéresse. Donc ça veut dire qu'il a fallu que vous le bousculier, entre guillemets? Non. Vous savez, je suis tenace. Je suis très tenace. Ça fait partie de mon caractère.
Et ce qu'il pouvait dire, je l'ai écouté, mais j'ai fait ce que j'ai voulu. Un jour, vous m'avez dit, avec mon mari, j'aurais eu 1001 raisons de partir. Pourquoi, finalement, 1001 raisons de partir? Et si vous n'êtes pas parti, pourquoi vous n'êtes pas parti? Par devoir, par éducation? Vous savez, c'est dur comme vie. Hein. Bah oui. La vie de famille n'existe pas. Du fait de ces cadences infernales que la vie politique vous impose. Et vous restez. Donc arrive un moment, je comprends en tout cas, qu'il y ait certaines femmes qui ne puissent plus le supporter et qui vont chercher ailleurs. Et vous, non? Et moi, non, parce que j'ai été élevée dans une famille catholique, très catholique pratiquante, que je vous ai dit que je suis une fidèle et que pour mes enfants, je n'aurais pas fait ça. Au sein de votre famille, qui finalement a le plus souffert? Vous, Laurence, Claude? Un peu tout le monde. Souffert? Quelle souffrance? De son absence, de l'absence de votre mari? Ça, c'est très difficile à dire. Je pense que mes enfants ont beaucoup manqué, leur père leur a beaucoup manqué. Je le pense. Mais vous savez, dans ma famille, on ne se plaint pas. Hein? Personne. On prend les choses comme elles viennent, et puis on s'en arrange. Parce qu'autrement, alors, autrement, c'est invivable. Il faut... Il y a chez vous, comme chez Jacques Chirac également, mais chez vous en particulier, ce rapport et cette relation à la maladie. Vous savez bien pourquoi. Notre fille aînée, malheureusement, a été victime d'une très mauvaise méningite, et à la suite de ça, d'une anorexie mentale. Et c'est une des choses que nous traitons justement à la Maison de Solesnes. Et c'est par rapport à la maladie de Laurence que je me suis engagée dans cette direction, car il n'existait rien. Jacques Chirac est un homme extrêmement pudique, et c'est peut-être le seul sujet où il en a parlé une fois dans ses mémoires. Ça reste et ça demeure. C'est pas indispensable d'étaler ses misères. Moi, si je vous en dis un mot, c'est par rapport à la Maison de Solesnes et à l'action que j'ai développée, car je le répète, un adolescent n'est plus un enfant et il n'est pas encore un adulte. Vous étiez finalement à un Des moment enseignants. donné désarmé par rapport à cette maladie? Oh, bien sûr. Quand nous avons même emmené notre fille aux États-Unis pour tâcher de trouver une structure, un médecin qui pourrait la tirer de ce gouffre. Moi, je sais la décrire, la maladie, très bien. Mais personne ne sait la soigner. Et personne ne sait, au fond, véritablement ce que c'est. Est-ce qu'il y a une forme de... J'espère qu'on trouvera. Est-ce qu'il y a une forme de culpabilité chez Jacques Chirac par rapport à cette maladie à un moment donné? Non. Ses absences? Non. En tout cas, il ne me l'a jamais dit. Vous savez, chacun dans la vie porte son fardeau. Tout n'est pas merveilleux, magnifique. Chacun a ses épreuves, un jour ou l'autre, et doit y faire face avec dignité. Mon mari n'aime pas parler de lui-même, et non plus des difficultés que ses enfants ont pu rencontrer. Vous l'avez toujours défendu, Jacques Chirac? Il a fait des choses qui ne m'ont pas plu. Hein. C'est-à-dire? Disons déjà la dissolution, j'étais absolument contre. Je le lui ai dit. Il venait d'avoir une réunion avec Juppé et Néron. Vous connaissez Néron? J'ai une vague idée de Néron. Néron, pour décrypter, je pense que c'est Dominique de Villepin. Pourquoi Néron? Ça, écoutez, réfléchissez un petit peu, vous trouverez. Et donc, je lui ai dit, c'est une bêtise. C'est une bêtise. C'est tout ce que je peux vous dire. Mais vous savez, mon mari, le jour où il sera sous l'influence d'une femme, il écoute quand même, mais il fait que ce qu'il veut. Mais vous écoutez. Comment? Il vous écoutait. Mais à moins de me jeter par la fenêtre, je crois qu'il n'y avait pas d'autre solution. Parce que vous savez, je vous l'ai dit, je suis tenace. Et quand j'ai une idée dans la tête... Vous avez un sens politique, et il vous a écouté aussi parfois? Non, vous faites certainement allusion à l'affaire Le Pen. Oui, entre autres. Parce que je lui disais, attention, Le Pen monte. Alors il me disait, parce que vous savez, le propre, c'était ma conception, le propre d'une femme, la femme d'un homme politique,
c'est d'être en contact avec la population. En plus de ça, j'étais élue moi-même. Certes, une petite élue locale. Mais vous sentiez quand le peuple, on est la élu, population évidemment, on parle beaucoup, on écoute. C'est ça le but, c'est d'écouter, de recevoir les... Et au Palais de l'Élysée, on est déconnecté parfois? Oh non. Non, les gardes républicains me faisaient souvent des confidences sur les opinions qu'ils avaient et le vote qu'ils allaient faire. Et donc, ayant parlé avec beaucoup de gens, ayant écouté aussi beaucoup, je lui ai dit, attention, Le Pen monte. Et mon mari m'a répondu, tâchez de ne pas dire ça à l'extérieur. Alors évidemment, quand il lui a apporté les premiers chiffres au QG de campagne, il a été assez stupéfait. Et il a reconnu que vous aviez raison? Bon, il a reconnu, je ne sais pas, il a dit devant tout le monde, ça alors. Il n'y a que ma femme qui avait vu ça. Alors, le Front National, c'était un hasard. Jean-Marie Le Pen, une autre personnalité sur laquelle, on va dire, il y a eu une des zones de friction, c'est Nicolas Sarkozy. Est-ce que la trahison de 1995, selon vous, a été une blessure? Oui. Pour vous, pour lui? Oui. Vous avez eu l'occasion d'en parler avec lui? Non. La première fois que je l'ai revu, c'est dans un avion. Et il m'a simplement dit, vous savez, j'ai beaucoup changé. Mais moi, je considère que on ne peut pas reprocher à un homme de... Il a cru, en baladure, il a cru que c'était l'homme de la situation. Il était très jeune encore, Nicolas Sarkozy, à ce moment-là. Il n'était pas le seul, d'ailleurs. Quand votre mari dit de vous que vous avez un sens politique, on peut dire qu'il est plutôt, on va dire que c'est pas un spécialiste des félicitations conjugales. Ça, vous me l'avez dit. Oui, c'est pas un spécialiste en la matière. Quand il dit cela, ça vous touche, ça vous flatte, vous dites qu'effectivement, il a quand même ça senti m'est égal, ça m'est égal. Ah, oui. Il est comme il est. Hein. Je ne changerai plus maintenant. Ça m'est égal. Vous l'avez aimé, cette maison, ce palais de l'Élysée? Beaucoup. 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 J'ai adoré l'Élysée et j'ai beaucoup aimé Matignon aussi, pour tout dire. Qu'est-ce que vous aimez dans ces palais de la République? Vous savez, l'Élysée a une histoire. Oui. Alors, comme j'aime l'histoire, j'aime l'histoire que les murs pourraient raconter si c'était une chose faisable. Vous vous souvenez de cette phrase, une petite anecdote de votre petit-fils Martin, qui vous a dit un jour à l'Élysée, Bernie, tu n'es pas chez toi, tu es chez Jacques. Non, je ne me souviens pas de ça, mais c'est normal. D'abord, les hommes se solidarisent tout de suite. Oui. Et puis, ça serait un Chirac, c'est certain. Hein. Ah oui. Ah oui. Ouais. Ça serait un Chirac. Ça veut dire quoi, être un Chirac? Ça veut dire, vous savez, chacun vit son époque, la mode passe et les genres de vie se succèdent. Mais ils considèrent assez volontiers que, bon, les femmes, oui, il faut qu'elles travaillent et puis qu'elles obéissent aussi un peu. Ça vient d'où, Bernie? C'est lui. C'est lui? Quand il était tout petit. Il vous a appelé Bernie? Ben oui, parce que Bernadette, c'est un peu compliqué. C'est lui. Votre présence au Palais de l'Élysée, auprès de Jacques Chirac, n'a pas toujours été, on va dire, soutenue comme vous l'auriez souhaité. Je l'ai bien dit? J'en sais rien, moi. Oh, il y a un moment donné... J'ai pas eu l'impression qu'il y avait... À aucun moment? Il y avait du tangage. Il y a du tangage. Il y a du tangage? Il y avait du tangage à l'époque. Avec votre fille Claude, par exemple. Mais c'est des inventions, excusez-moi, de journalistes, tout ça. Écoutez, comme dans toute famille, on n'a pas toujours la même opinion. Quand elle voulait à tout prix que je devais recevoir quelqu'un ou des gens à déjeuner, qu'elle voulait justement la pièce, il y avait forcément un peu de tirage. Un peu de tirage. Mais est-ce que vous connaissez des familles où il n'y a pas du tout de tirage à propos de rien? Absolument pas. Vous avez répondu à la question. Un mot de François Hollande que vous avez côtoyé, que vous avez souvent croisé, bien évidemment, chez vous, dans votre fief politique, qu'est la Corrèze. Est-ce que vous aviez imaginé un jour qu'il serait et qu'il deviendrait président de la République? Non, j'y avais pas. Honnêtement, je n'y avais pas pensé. J'y avais pas pensé, c'est comme ça. Hein. C'est une surprise? Vous savez, une surprise, un homme ou une femme qui fait de la politique à ce niveau-là, il a quand même été responsable du Parti socialiste pendant des années.
Donc il a eu une très bonne formation à ce moment-là. Eh bien, on peut toujours s'attendre, de la part d'un homme ou d'une femme, à ce qu'il ait envie, qu'il ait des ambitions de cette nature. Vous saviez ce qu'il disait de vous? Il disait de vous que vous étiez finalement, à une époque, quasiment le vrai chef de la droite. C'est François Hollande qui disait ça. Non. Fantasme. C'est pour être aimable. C'est pour être aimable. Voilà. Je vais aborder juste un ou deux derniers sujets. Lorsque les affaires sont nées, un petit peu, révélées, on sait que vous avez été extrêmement en colère. Que, effectivement, ces affaires qui ont aujourd'hui abouti à une condamnation, cela vous a mis extrêmement en colère. Pourquoi? Je trouve que c'est une première, quand même. Mettre le président de la République sortant, qui vient de sortir de l'Élysée, devant les tribunaux. Est-ce que vous trouvez que, après avoir donné toute sa vie à l'État, à la France, il a consacré toute sa vie, ses forces, au détriment, vous l'avez dit tout à l'heure, d'un certain nombre de choses, et notamment de la vie de famille, est-ce que vous trouvez que c'est normal de l'attaquer et de le condamner? Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail, vous le connaissez, je suppose. En tout cas, la période d'attente du verdict du tribunal a été très pénible, pour moi, en tout cas. Et je trouve ça totalement anormal. Certes, bon, il a été considéré comme un citoyen comme les autres, c'est très bien, il l'a écrit d'ailleurs, il l'a écrit au président du tribunal. Mais je l'ai vécu douloureusement. Merci beaucoup, Bernadette Chirac, d'être venue pour cet entretien. On a parlé de beaucoup de choses. Je sais que ce n'est pas l'exercice que vous avez préféré durant cette carrière et cette histoire-là. Merci à vous d'être venu jusqu'à nous. Merci de m'avoir invité. C'est la fin de ce rendez-vous. Merci pour votre fidélité et à très bientôt.